on a formé un groupe qui s'appelle Les Engagés. Et donc, on part en expédition tous les ans. On organise nos expéditions de A à Z. Ouais, le Groenland, c'était en mai 2018. C'est assez incroyable parce que je crois que c'est la deuxième plus grande île du monde après l'Australie. Il y a très peu d'habitants, il y a moins d'habitants qu'en Islande. Et ils sont tous sur les côtes, donc c'est quand même un territoire, comme je pense qu'il en existe encore plus beaucoup aujourd'hui, qui est quand même assez vierge, quoi. Tu marches sur une neige qui, ça se trouve, techniquement, n'a jamais été marché. Enfin, il n'y a jamais personne qui a mis les pieds là, tu vois. Alors, il y en a eu plusieurs qui ont traversé le Groenland tous les ans. Il y a plusieurs expéditions qu'ils font, mais tu vois, ça se trouve, elles sont passées 1 kilomètre plus au nord ou 1 kilomètre plus au sud, j'en sais rien, quoi. C'est quand même pas des zones où tu croises beaucoup. D'ailleurs, on a croisé personne, tu vois, sur 30 jours. Et donc là, on a repassé, je pense, 1 ou 2 heures à longer l'île à l'est jusqu'à un point. Donc c'est en pleine nuit, hein, donc tu vois rien, bien sûr. Heureusement, c'était assez clément, il y avait des étoiles, donc on distinguait à peu près les reliefs en gros. On pose le pied sur la terre et là on se dit putain, on l'a fait, quoi. On a passé 8 heures en tout sur les Packraft et on a fait 14 bornes. Ouais. Et donc là, il y a explosion de joie, on n'arrive plus à marcher, on est tétanisé de froid et d'effort et de fatigue. Enfin, c'est un moment assez magique. Le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'accueille Maxime Lenné. Salut Maxime. Salut PA. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Maxime Lenné, j'ai 29 ans, j'habite à Paris et donc j'ai un travail. Et à côté de ça, avec 2 potes, on a formé un groupe qui s'appelle Les Engagés. Et donc on part en expédition tous les ans, on organise nos expéditions de A à Z. Et en fait, on pense que l'aventure est accessible quand on ose s'engager en équipe, parce qu'on n'est pas des professionnels, et pourtant on arrive à partir assez loin en aventure. Ok. Tu, comment ça commence ce projet? C'est quoi le day one, tu vois? En fait, le day one, c'était Thomas qui voulait partir au Groenland, donc c'est en 2018, parce qu'il avait des raisons personnelles, je crois, des envies d'évasion, il avait aussi des petits soucis de cœur. Ça, c'était la raison officielle qu'on raconte pas trop. Et en fait, il avait demandé à pas mal de personnes de partir en fait avec lui. Il avait regardé plusieurs aventures qui étaient possibles, donc il avait regardé l'Everest, le pôle Nord, enfin un peu tout. Et il s'est rendu compte qu'en fait, financièrement et techniquement, tout ça, c'était pas accessible. Et il avait vu un moment le Groenland. Voilà, traversée du Groenland, il s'est dit, bon, en soi, il y a juste besoin de marcher, il y a pas de technique de corde ou d'escalade ou d'alpinisme à faire. Donc accessible d'un point de vue technique et physique et d'un point de vue financier. Donc, enfin, d'un point de vue financier dans une certaine mesure. Et donc, il a commencé à chercher autour de lui des personnes pour l'accompagner. Au début, c'était des top entrepreneurs. Donc, c'est le fondateur de Blablacar, tu vois, le fondateur de Criteo, donc il te racontera ça mieux que moi. Et en fait, il a contacté comme ça une trentaine d'entrepreneurs. Tout le monde lui a dit non, en gros. Mais après, il voulait quand même vraiment partir. Et suite à ça, il a parlé du projet à Valentin. Valentin avec qui ils avaient fait le même master ensemble. Et donc Valentin et lui, du coup, Valentin l'a dit dans un bus. En plus, dans un bus tous les deux. Valentin lui dit bah ok, moi je suis chaud. Valentin, ce qu'il faut savoir, c'est que il était consultant à l'époque chez Accuracy, donc un cabinet de conseil, et en même temps, il est lieutenant dans l'armée, il est réserviste. Donc il a la coupe au carré, voilà, ça va très vite dans sa tête, et lui, un défi, qu'il soit polaire ou non, il peut pas ne pas le relever, tu vois. Donc Ok. plus on le dit Groenland, il dit ok go, quoi. Et Thomas était un peu étonné, il dit mais t'es sûr? C'est le Groenland là, enfin on va pas faire une rando, quoi. Il fait ouais, je suis chaud. Donc ils étaient deux, puis en fait ils se sont rendus compte qu'il fallait créer une équipe. C'était la première étape, créer une équipe.
qui est la première étape de tout projet au fond, pour partir. Parce que, pour des raisons financières, quoi. Plus on est, plus on divise les coûts. Ouais. Et puis, donc là, parce qu'en fait, l'expédition, c'était avec un guide. Vu que c'était notre première expédition, on était parti avec un guide. Et donc, en fait, le guide, il pouvait prendre jusqu'à 5 personnes. Parce Ok. qu'un guide, 5 personnes, ça fait 6, donc ça fait 2 par tente, 3 tentes, voilà, c'était le maximum. Donc, ils étaient 2, il leur manquait plus que 3 personnes. Et donc, ils ont commencé un peu à envoyer des bouteilles à la mer. Et moi, sur le Slack, à l'époque, j'étais à la Station F, donc un incubateur de start-up à Paris. Et sur le Slack, qui est la messagerie interne du bâtiment, donc qui est quand même accessible par 3000 personnes qui sont présentes dans le lieu, 2000 ou 3000 personnes, je sais plus ce que c'est le chiffre, mais bon, par beaucoup de monde. Il envoie un message un jour, genre salut tout le monde, qui est chaud, je veux partir 30 jours, traverser le Groenland en autonomie, à moins 40, qui est chaud? Et moi, je vois ça avec la photo des tentes comme ça sur la calotte glaciaire, et je réponds tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi, je suis trop chaud, moi, je suis trop chaud, moi, je suis trop chaud, parce qu'en fait, j'avais hyper peur qu'il y en ait d'autres qui répondent, tu vois, qui Ouais. répondent à ma place. Et en fait, donc après, on prend une bière, du coup, il répond, on se prend une bière 1 ou 2 jours après, et tac, je fais partie de l'équipe. Et en fait, j'aurais appris plus tard que j'avais été le seul à avoir répondu, quoi. Ah Donc, la vache. ouais. Et puis après, il y a eu Thomas, et donc ça, c'est l'histoire des 3 engagés. Et puis Ok. après, il y a eu Antoine et Lucas, qui sont 2 autres personnes qui nous ont rejoints sur le Groenland. Mais après, sur les 2 autres expéditions, ils ont pas voulu forcément continuer l'aventure. Pour eux, c'était une aventure une fois dans leur vie sans vouloir continuer. Et puis avec Valentin et Thomas, on a vraiment voulu créer un groupe après le Groenland. Donc en fin 2018, quand on est rentré du Groenland, on a créé Les Engagés. Et dans ce cadre-là, on a fait après 2 expéditions de plus. Ok. Et donc le Groenland, ça commence. Alors tu m'as dit c'était il y a 3 ans, 2 ans. Ouais, le Groenland, c'était en mai 2018 exactement. On a mis, je pense, le premier pied au Groenland le 30 ou 29 avril. On a mis Ouais. 31 jours à traverser. Et avec la logistique, on est rentré début juin en France. Ouais. Ok. Et alors vas-y, raconte. Qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de au milieu d'un énorme glacier. Ouais, c'est assez incroyable. Là, je te parle, j'ai le fond d'écran de mon ordinateur en face justement, c'est les 3 tentes posées sur la calotte. C'est assez incroyable parce que je crois que c'est la deuxième plus grande île du monde après l'Australie. Donc c'est assez énorme. Et, euh, et en fait, il y a très peu d'habitants. Il y a moins d'habitants qu'en Islande. Enfin, et ils sont tous sur les côtes. Donc c'est quand même un territoire, comme je pense qu'il en existe encore plus beaucoup aujourd'hui, qui est quand même assez vierge, quoi. Vierge de Ouais. toute activité humaine, on parle de réchauffement climatique, etc. Alors oui, il y a eu des tempêtes, mais quand même, tu marches sur une neige qui, ça se trouve, techniquement, n'a jamais été marché. Enfin, il n'y a jamais personne qui a mis les pieds là, tu vois. Alors, il y en a eu plusieurs qui ont traversé le Groenland tous les ans. Il y a plusieurs expéditions qui le font, mais tu vois, ça se trouve, elles sont passées 1 kilomètre plus au nord ou 1 kilomètre plus au sud, j'en sais rien, quoi. C'est quand même pas des zones où tu croises beaucoup. D'ailleurs, on a croisé personne, toi, sur 30 jours. Et, donc ouais, c'est assez incroyable parce que t'as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. C'est-à-dire que tu marches, tu vois personne, quand tu tournes à 360 degrés autour de toi, c'est l'horizon, quoi. Et c'est tout plat, c'est tout blanc. C'est l'horizon à perte de vue. Donc t'as aucun repère. Et quand t'arrêtes de marcher, s'il n'y a pas de vent, t'as un silence complet, quoi. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la nature, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un arbre à l'horizon. Et c'est le silence complet. Et là, tu te sens vraiment tout seul, quoi. T'as pas l'impression que quand tu penses au métro à Paris ou même, je sais pas, enfin, à tout ton quotidien, t'es très loin de ça, quoi. T'as l'impression d'être dans une autre dimension. Et ça, c'est assez fort quand même. Je trouve qu'il y a peu d'endroits où je pense que tu peux ressentir ça, tu vois. C'est clair. Vous décollez, tu m'as dit fin avril 2018. Vous commencez à préparer ça quand du coup? Tu commences à peu près, je pense, le Groenland, on l'a fait en 6 mois avant. 6 mois avant, facile, ouais. Parce que c'était en septembre, ouais, c'est ça, ouais, 6 mois avant, ouais. Et puis la préparation, t'as une première préparation qui est physique. Donc pour le Groenland, honnêtement, il faut juste être en forme, tu vois. Le guide, il avait 67 ans quand il a fait 68 ans, tu vois. Donc tu vois, Ok. y a pas besoin de s'appeler Mike Horn pour traverser le Groenland. Et c'est un peu ce qu'on essaie de montrer, hein. Nous, à l'époque, avant le Groenland, faut savoir alors, on fait du ski alpin, mais on n'avait jamais chaussé de ski de randonnée nordique, tu vois. Donc Ok. le ski nordique, c'est un ski où le talon se lève, tu vois. Et un peu plus épais que les skis de fond du biathlon. Et nous, on n'en avait jamais chaussé avant.
Et on n'avait pas fait de marathon, toujours pas d'ailleurs. On n'a pas fait de Mont Blanc. Enfin, depuis, on a fait d'autres sommets, mais ce que je veux dire, c'est que toi, on est quand même parti là-bas, on était vraiment des noobs, quoi. On n'avait rien du tout sur notre. Et d'ailleurs, il faut envoyer un carnet d'expédition, ça nous a fait rire ça. Il faut envoyer un carnet d'expédition aux autorités danoises, parce que pour qu'en fait qu'elles reconnaissent en fait que tu as un certain pédigré qui prennent pas trop de danger, que tu prennes pas trop de danger, quoi. Ils laissent pas partir tout le monde sur la calotte. Ouais. Et en fait, le guide, quand il a vu notre carnet, il s'est dit, mais vous avez même pas fait des trucs dans le Vercors, tu vois. Ou vous avez même pas fait un GR20 ou une petite rando, quoi. C'est non, 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 on a rien fait, quoi. Tu vois, genre vraiment, le carnet d'expé, il était vide, quoi. Je sais plus, je crois on avait mis genre le 10 km d'Adidas ou un truc à la con, tu vois. Et c'est tout. Et genre, le guide, il nous a regardé, il dit, putain, mais c'est qui ces peintres, quoi. Donc, l'entraînement physique, après, il est assez sommaire. Il faut juste être en forme, tu vois. On avait arrêté de boire un alcool 2 ou 3 mois avant. Tu cours. À l'époque, moi j'avais 27 ans, tu vois. Euh, voilà, quand t'as 27 ans, que t'es en bonne santé, y a pas trop de problèmes. On fume pas, on boit pas, donc ça c'est assez bien fait. Faut juste, voilà, faut juste apprendre l'effort dans la durée, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme la dernière XP où l'effort est qu'on dirait explosif. C'est vraiment dans la durée, quoi. C'est-à-dire que t'es jamais essoufflé au gros. Et après, tu as une préparation qui est mentale, mais en soi pas vraiment, tu vois. Parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre en vrai, donc tu essaies de te préparer, mais bon, quelque part, tu verras bien ce qui se passe. Et après, non, surtout la grosse préparation, c'est ce qu'on voit pas souvent, c'est tout ce qui est recherche de sponsors et matos. Donc le matériel, le guide nous avait filé toute une liste. Et donc nous, il fallait s'occuper parce qu'on n'avait rien. Donc ça coûte un certain montant. Et du coup, il y avait tout un travail de faire des présentations PowerPoint, aller voir des sponsors, faire des conférences, aller voir des médias pour créer une communauté, etc., etc. C'est ça qui prend le plus de temps, en fait. Et c'est ça qu'a pris du coup les 6 mois jusqu'à le départ de Ouais, fin avril. ouais, c'est ça. Ouais. Et l'idée de, tu m'as dit Thomas, il a eu quoi, juste après l'été, puis il a trouvé des gens et vous avez commencé à préparer juste avant Noël. Ouais, il l'a eu en août, c'est ça, il l'a eu en août 2017. Et puis après à Noël, ouais, moi c'était à Noël qu'on s'était vu. Et puis après, on a commencé en effet à se lancer dans une démarche de sponsor, parce qu'en fait, on s'était dit, c'était 15 000 euros, je crois, par tête, donc tout compris, parce qu'en fait, c'est un package que fait une agence, et il y avait qu'un guide qui accepte de partir, c'est Bernard. Ça. Donc, c'est le guide, Bernard Muller. Il y a pas d'autres Ok. guides français qui font ce truc, tu vois, parce que et même les Américains, il y en a de moins en moins, parce que c'est hyper dangereux, en fait. Aujourd'hui, les guides, ou les agences, ils veulent plus prendre le risque, quoi. Donc, c'est vrai que Bernard, ça fait longtemps qu'il travaille avec cette agence, et lui, il avait déjà traversé 2 fois le Groenland, donc il connaissait un peu. Et c'est un peu un vieux sage, tu vois. 67 ans, il a la gueule marquée, il a plus de cheveux sur le caillou, il est un peu trapu comme ça et tout. Et quand il parle, tu sens qu'il parle jamais de manière inutile, quoi. Donc c'est le vieux sage, donc c'est cool. Et, euh, et puis après, ouais, c'est ça, c'était en août, et puis départ enfin, entraînement début septembre, début décembre, pardon. Ok, tu m'as dit 15 000 euros, j'ai peut-être pas entendu, c'est 15 000 euros pour les 6 du coup, ou juste par personne? Non, c'est 15 000 euros par tête. Et en fait, quand on a cherché justement les gens, ce qu'on leur demandait, quand on a conçu le groupe de 5 personnes, c'est de leur dire, bah, au-delà du fait d'être intéressé par l'aventure, parce qu'honnêtement, il y en avait plein. Quand on envoyait des messages sur Instagram, LinkedIn ou autre, il y en a plein qui forcément étaient intéressés, quoi. Et en fait, nous, le sujet qu'on avait, c'est bah, à date, c'est 15 000 euros par tête. Es-tu prêt à les investir? L'objectif, c'est de se faire financer l'expédition par des sponsors et tout, mais aujourd'hui, on les a pas. Donc, worst case, est-ce que tu es prêt à investir 15 000 euros si jamais on n'a pas les sponsors pour partir en mai? Et en fait, déjà là, tu es quand même un certain nombre de personnes. Tu vois. Donc, mais après, moi, j'avais pas 15 000 euros à l'époque. Euh, et en fait, d'ailleurs, j'ai emprunté. Et puis, mais c'est surtout, en fait, on était entrepreneurs tous. Tu vois, on avait tous nos startups, on n'était pas payés, on n'avait pas un rond. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est aussi le principe des engagés. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'engages dans un projet, tu es à fond dans le truc, et ben finalement, tu arrives à trouver des sponsors. Parce que de toute façon, si tu les trouves pas, tu pars pas quelque part. Tu vois. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et du coup, tu parles des engagés, c'est une structure aujourd'hui, c'est une assoce, c'est une société, c'est quoi? Ouais, alors, on a commencé par une asso, et puis maintenant, c'est devenu une boîte de prod, engagée production, parce que on est en train sur notre troisième expédition, là, on est en train de monter un film, et du coup, bah, c'est des gens engagés qui portent toutes les charges de la structure, enfin du projet. Comment tu fais pour te libérer un mois en pleine année Bah, ça, c'est sujet à négo. Honnêtement,
d'un point de vue boulot, voilà, on est entrepreneur, donc si tu veux, tu peux un peu faire ce que tu veux, quelque part, mais il faut quand même le justifier auprès de tes fondateurs et de tes employés. Euh, donc moi, ça s'est bien fait parce que finalement, mai, c'est un mois un peu gruyère où il y a plein de ponts. Euh, et puis nous, on était dans une phase où on venait de lever de l'argent. On avait levé en janvier 2018 de l'argent, donc on était un peu moins dans une phase de rush. Et, et puis nous, on est une petite structure, on était 7 à l'époque. Donc finalement, ça se fait bien. Et puis on est 3 cofondateurs, donc on a un petit pain. Voilà quoi. Donc moi, ça s'est assez bien négocié. Et justement, dès le début, avec nos fondateurs, on était parti du principe que si, on, si on crée une boîte, c'est pas pour refaire de la banque d'affaires. Donc j'ai fait de la banque d'affaires un an où tu fais la 3 de maths tous les jours. Je ne crée pas une boîte pour ça. Quoi. Je crée une boîte pour aussi avoir un cadre de vie autour. Euh, et nous, ça nous allait bien en fait, d'être une petite structure et puis de s'autoriser comme ça des voyages. Quoi. Donc moi, ça c'est bien négocié au niveau boulot. Au niveau perso, c'est plus compliqué de négocier ça auprès de ta famille, de ta copine. Donc moi, là, t'es hyper supportif sur les 3 expés qu'on a fait. Et c'est vrai qu'à moi, il faut le négocier parce que derrière, tu as tes vacances aussi. Et quand sur tes 5 semaines de vacances, t'en passes 3 à partir avec tes potos, faire le pont sur la neige, bah oui, il y a un moment, il faut aussi. C'est sujet à négo. Quoi. Donc c'est plus au niveau perso qu'il faut le négocier qu'au niveau taf. Quoi. Parce que Valentin, à l'époque, il était aussi chez Accuracy, il le racontera mieux que moi. Et il a réussi à libérer 4 semaines. Donc après, il a certainement peut-être posé des sciences, j'en sais rien, mais après, si tu arrives à parler, à emporter tu reviens plus grand de ça, toi. Tu apprends beaucoup de choses sur toi, sur la notion d'équipe, la prise de risque, l'engagement. Il y a la cohésion, il y a plein de choses fortes qui ressortent de ces expés. Et je pense que Valentin, il a très bien vendu aussi à son entreprise et il est reparti. Je pense qu'il en est revenu beaucoup plus fort, tu vois. Et l'entreprise, elle en est consciente, tu vois. Donc, j'ai Ok. donné. Là, on parle effectivement de Groenland, c'est la première expédition. Qu'est-ce qui s'est passé sur les deux épisodes suivants? Alors après le Groenland, au Groenland, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu marches 10 heures par jour et que tu tires 2 poulkas. En fait, je te raconte le contexte hein, pour que tu comprennes Bien comment sont sûr. arrivés les 2 autres expés. Et donc, en fait, donc 2 poulkas, c'est une sorte de traîneau qui fait 1,35 m. Donc toi, ton camarade, il est 10 mètres derrière et celui de devant est 10 mètres devant. Quoi. Et quand tu as du vent, tu as ton bonnet, ton masque, ton truc, ton machin, en fait, tu t'entends pas parler. Quoi. Et tu vas pas marcher l'un à côté de l'autre parce que la neige, quelquefois, elle est quand même. Quelquefois, tu as 10-15 cm de neige. Et il faut, en fait, toi aussi, aplatir la neige. Donc, les premiers jours, tu marches les uns à côté des autres, comme ça, tu discutes. Au bout de 3 jours, tu comprends que c'est de l'énergie dépensée pour rien, donc tu es l'un derrière l'autre. Et tu parles pas, du coup, tu es dans ta tête. C'est 10 heures de méditation par jour, enfin, méditation. En tout cas, tu es 10 heures à réfléchir sur plein de sujets. Et au début, tu dis, vas-y, aujourd'hui, je vais penser à ça, je vais penser à ça, je vais penser à ça. Et en fait, toutes les idées que tu avais à réfléchir, ça te prend 2 heures. Puis il te reste 8 heures. Quoi. Donc, je trouve que le plus dur, c'était de s'occuper l'esprit. Et donc, ce qu'on s'est vite rendu compte avec Thomas, et Valentin, c'est que du coup, on a vite réfléchi aux prochaines expé. Mais pendant 20 jours au Groenland, on pensait qu'à ça. Quoi. C'est-à-dire que pendant 6 heures par jour, tu réfléchis aux prochaines expé, pourquoi tu voulais les faire, où est-ce qu'on allait, etc. Et du coup, c'est vrai que l'altitude nous attirait pas mal, la notion d'altitude. Et, euh, Et donc, du coup, on avait parlé à Bernard, ce fameux guide, là, lui, il a fait les Seven Summits, qui sont les plus hauts sommets de chaque continent. Il avait fait, en effet, 3 fois le Groenland, il a monté des expés à l'Everest, il a fait plusieurs 8000 où c'est lui qui a monté les expés aussi. Enfin, c'est quand même un vrai ancien, tu vois. Ouais. Et lui, il nous a raconté que l'Aconcagua, justement, donc un sommet en Argentine qui est à 6962 mètres, qui est hyper haut parce que si tu rayes l'Himalaya de la carte, euh, en Himalaya, c'est là où tu as les sommets à 7000 et 8000 mètres en fait. Si tu rayes l'Himalaya de la carte, le plus haut sommet du monde serait la Concagua. Donc, Mais par contre, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de glacier, il n'y a pas beaucoup de neige, t'as pas de crevasses, t'as pas de crante fixe, donc techniquement c'est de la marche. Par contre, c'est le défi, c'est que c'est très 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 haut. Et, euh, et en fait, donc nous, ça nous a attiré pas mal. On s'est dit, bah, c'est quand même un beau challenge Et nous, on voulait commencer à faire nos expés tout seul. On trouvait que partir seul, c'était plus authentique, il y avait cette notion d'engagement. Donc seul, ça veut dire sans guide, sans agence, sans porteur. Donc on devait acheter notre bouffe, prévoir nous-mêmes la bouffe, faire toute la logistique avec le permis d'entrer sur le parc, enfin toute la logistique. Et la logistique d'un petit sommet comme ça, on s'en rend pas compte, mais en fait c'est assez énorme. Et l'expédition, en fait, quelque part, elle commence 6 mois avant. Quoi. Et nous, ça nous plaisait beaucoup. On s'est dit, la prochaine expédition, on veut tout organiser de A à Z. Quoi. Et donc Ok. ce premier sommet, c'était un bon premier, pas crash test, mais ouais, c'était un bon premier test et ce qui s'est très bien passé quoi. Donc on a fait cet Aconcagua
en février 2019. Donc avec Thomas, on est arrivé au sommet, on a fait 2 semaines. On a mis 8 ou 9 jours, je crois, à arriver au sommet, ce qui est assez rapide. Et parce que voilà, je pense qu'aussi on a tout monté. On a tout monté tout seul, notre poids, notre tente, tu dois monter ton camp d'eau, etc. Et donc forcément, ton corps il est plus épuisé, mais du coup aussi, ton métabolisme il fonctionne plus rapidement, et du coup tu t'acclimates beaucoup plus rapidement quand tu fais tout seul. Et la troisième expé, du coup là on vient d'en rentrer, c'était le Cap Nord. C'est qu'on s'est dit, euh, on voulait retourner dans le froid. C'est quand même quelque chose qui nous attire, et partir tout seul. Parce que le Groenland, c'était avec une agence, et le tracé, il est connu. Tu pars de la côte ouest, tu vas à la côte est. Et la Concagua, c'est un sommet. Si tu veux, tu as des voies pour faire de l'alpinisme. Donc, tu n'inventes pas ta voie quelque part. Tu marches là où les gens marchaient. Et on voulait créer notre expédition. On voulait se dire, on veut créer notre truc de A à Z. Et on voulait aller dans le froid. Donc après, on a regardé concrètement, on s'est mis sur la télé, on a branché l'ordinateur en regardant Google Earth, et on s'est dit que tout ce qui est au sud, c'est pas possible. Enfin, tu peux aller en Antarctique, mais c'est beaucoup trop cher. Mais après, Argentine, Afrique du Sud, enfin, les glaces du sud sont peu présentes. Donc tu es obligé de te tourner vers le nord. Tout ce qui est Alaska, on a regardé Alaska, Canada, et même Groenland, logistiquement, c'est très compliqué. Parce que toi, il suffit de prendre un billet d'avion, mais en vrai, ton matos, il suit rarement en même temps que toi. Donc quelquefois, tu dois faire des frais en bateau, c'est un peu galère. Tout ce qui est Sibérie, c'est pareil, en fait, t'as pas de ville vraiment, donc il faut faire des heures d'avion, voir des hélicoptères, reprendre des voitures, des bus, parce qu'en fait, on était limité en temps, parce qu'on avait tous un nouveau travail, on voulait pas partir plus de 3 semaines, tu vois. Donc après, forcément, tu peux pas te taper une semaine de logistique. Donc on a regardé, et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on va pas en Europe, en fait? Parce on avait vu le cercle polaire sur la carte, on s'est dit, mais regardez, la Laponie, en fait, c'est 600 km au nord du cercle polaire. Donc la Laponie, on est arrivé au Cap Nord, on est 600 km plus au nord que ce qu'on a fait au Groenland. Parce qu'au Groenland, quand on a traversé, on a longé le cercle polaire, en fait. Okay. Et donc, on s'est dit, et on va regarder. Et en fait, on a commencé à regarder, et on a vu, il y a par contre, si on veut vraiment de la neige tout le temps, il faut partir en hiver. Donc en janvier, février. Et en fait, quand on a regardé les températures, en effet, on a vu que Karasjok, la ville dont on est parti, c'est réputé pour être la ville la plus froide d'Europe. Il y a eu un record de température à moins 52 degrés. Et donc ça, tout de suite, ça nous a plu, tu vois, forcément. Et quand on a regardé ça, ce qui nous a plu aussi en Laponie, c'est que le Cap Nord, c'est symbolique. Tu vois. C'est que tu arrives pour atteindre un but. Tu vas au point le plus au nord de l'Europe. Quoi, tu vois. Le Groenland, tu traverses l'île. Ce que je veux dire, c'est que la Concagua, tu vas à un sommet. Donc tu as une symbolique derrière. C'est pas juste tu fais une boucle ou un petit circuit, etc. Ce qui en Sibérie est compliqué. Tu vois. On voulait au début faire en Sibérie, on avait un plan de faire sur les traces des évadés des goulags en plein hiver, un truc comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que tu vois, ça fait des petits chemins qui sur une carte représentent pas grand chose, donc on avait du mal un peu à se projeter dans cette expé. Et c'est important d'avoir un symbole parce que c'est ça qui te fait tenir dans l'effort. Donc c'est pour ça qu'on tenait à avoir un symbole. Et là, atteindre le bout de l'Europe, ça nous plaisait bien. Et en plus, on s'est rendu compte qu'en janvier-février, il n'y a pas de soleil. C'est-à-dire qu'il fait nuit 24 heures sur 24. Et donc ça, c'était le petit bonus qui nous a fait dire, ok, c'est sûr, c'est là qu'on va aller. Donc après, on a commencé un peu à creuser, à zoomer la carte, à regarder. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de partir au Cap Nord. Et donc l'expédition, c'était départ Karasjok, qui est une ville en Norvège, au nord de la Norvège, pour atteindre le Cap Nord, qui est le point le plus au nord de l'Europe. Et on a fait ça en 3 semaines. Donc 3 semaines dans la nuit polaire, en autonomie complète, sans assistance. Et donc dans la nuit, contrairement au Groenland où il faisait jour 24 heures sur 24, c'est l'attitude à cette époque en mai. En janvier-février, au pôle Nord, au Cap Nord, il y a zéro lumière. Quoi. C'est incroyable. Donc du coup, attends, quand tu es au Groenland et qu'il fait jour toute la journée, t'as quoi? T'as des masques sur les yeux pour dormir la nuit? Comment tu te repères dans le temps en fait, du coup? Bah alors, le soleil bouge. Enfin, le soleil bouge, non. Mais tu vois, dans le ciel, le soleil bouge. Et, 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 euh, et du coup, ouais, typiquement, la nuit, il passe juste sous l'horizon, t'as encore beaucoup de lumière, parce qu'il est assez fort. Parce qu'en fait, t'as zéro obstacle, c'est-à-dire que t'as des centaines sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Avant ou après Groenland, t'as l'océan, enfin, t'as rien qui coupe l'horizon. Quoi. Donc, si tu veux, le soleil, il est assez présent. Euh, il est assez fort même quand il est sous la ligne d'horizon. Donc tu as toujours beaucoup de lumière. Et, euh, et la journée, ouais, tu marches. Donc tu vois quand même le soleil évoluer, tu as la teinte de lumière qui change un peu au fur et à mesure de la journée. Donc ça t'aide pas mal à te repérer en fait, finalement. Toi, au contraire, c'est ces petits détails de teinte, vu que tu n'as aucun repère,
Et ben après, tu arrives à apprivoiser le moindre changement de neige, de lumière, et tu vois ce que je veux dire, et petit à petit, t'aiguises un peu ton point de vue. Et tu dors très bien. Moi, j'avais un masque au Groenland, mais honnêtement, après 10 heures de marche, tu te mets dans ton duvet et c'est dodo direct, hein. Et justement, d'ailleurs, moi, le seul moment de répit que tu as au Groenland, c'est une fois que tu es dans ton duvet. Tu vois. Dans ton duvet, tu t'allonges. En Cap Nord, c'est pareil. Et tu te dis, là, moi, je me disais, c'est la seule minute où, euh, où je pense à rien. Tu vois. T'es juste là et c'est ton petit moment à toi. Parce que sinon, tu marches. Une fois que tu as fini de marcher, bah, il faut monter le camp. Personne qui va le faire à ta place. Une fois que le camp est monté, il faut faire fondre la neige pour boire, cuisiner, etc. En attendant, bah, tu répares tes pieds, tu ranges ton matos, tu prépares la tente. Donc après, tu commences à manger, etc. Tu prépares l'apéro. Tu as toujours un truc à faire. Et puis une fois que tu as fini tout ça, bah, hop, tu gonfles ton matelas, tu te laves les dents si tu veux, et puis après tu te couches. Ouais. Et le matin, tu te lèves, c'est pareil, ça sonne, tu dois tout de suite faire fondre la neige, tu veux pas genre snoozer quoi le matin, c'est pas possible ça, tu vois. Donc, parce que chaque minute que tu perds, c'est des minutes de Ouais. sommeil. En fait, le temps est incompressible. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu dois marcher 10 heures. Ok. Donc après, que tu mettes plus de temps ou moins de temps à te préparer, ça c'est pas un problème, mais si tu mets plus de temps à te préparer que prévu, c'est va être grappillé sur des heures de sommeil au final, tu vois. Donc il faut être assez efficace. Et t'as jamais un moment pour toi. T'es jamais là en mode posé. Alors, le seul moment, c'est dans le duvet, quoi. Et moi, j'essayais de toujours de grappiller un peu, de dire ah c'est bon, cette minute, c'est ma petite minute à moi. Je profite et tout quand je me couche. Et en fait, en 20 secondes, tu dors direct. C'est énorme. Mais alors, du coup, ça veut dire que, j'ai peut-être mal entendu, si tu fais fondre la glace ou la neige pour en faire de l'eau, ça veut dire que vous buvez pas du tout de la journée? Si, si, en fait, le matin, on a deux thermos de 1 litre par personne. Donc le matin, tu bois beaucoup parce que tu fais du lait, des céréales, du café, du thé. Et le soir, tu bois de la nourriture lyophilisée, donc c'est de la nourriture déshydratée. Donc tu cuisines ça avec de l'eau. Donc tu bois en mangeant quelque part. Et après, la journée, avant de partir, en effet, tu re-remplis tes deux litres de thermos. Donc moi, j'ai souvent 1 litre de café, 1 litre de thé. Et comme ça, quand tu marches dans la journée, bah, après, tu te répartis. Et normalement, à la fin de ta journée, faut que tes 2 litres soient finis. Comme ça, tu as bien bu 2 litres. Et le soir, hop, tu rebois. Tu te refais tout de suite, tu te fais tout de suite de l'eau. Et en moyenne, par jour, tu es à 6-7 litres d'eau. Ouais. Ah oui, ça fait quand même. Ouais, ok. Et alors, du coup, à l'inverse, là, tu es sur une période au Groenland où il fait plutôt tout le temps jour, et quand il fait tout le temps nuit, comment tu fais pour te repérer, du coup? Bah, alors, Valentin, Thomas et moi, on avait chacun des, des manières de réagir différentes. Euh, Valentin, il était. Alors, je parlais pour moi parce que je pense que eux, c'est un que je raconte, ils sauront plus mieux le dire que moi. Mais moi, au début, je m'endormais, tu vois. Donc à 14 heures, parce qu'en fait, en vrai, entre 11 heures et 13 heures, entre 10 heures et 13 heures, on va dire plutôt, tu as 2-3 heures où c'est un peu clair, quoi. Quand je dis clair, c'est qu'il n'y a pas de soleil, bien sûr, mais tu peux distinguer l'horizon. Et si vraiment il n'y a pas de nuages, tu vois vraiment bien l'horizon, et du coup, c'est hyper bien pour s'orienter, tu vois. Parce que quand tu t'orientes à la boussole, tu fixes un azimut tout droit, donc tu dis, ok, je dois aller à l'azimut 130 degrés nord, tu vois que 130 degrés, ça correspond à un arbre devant toi ou à un col entre deux montagnes, bah, tu vises tout droit vers là, quoi. En pleine nuit, vu que tu vois pas à 10 mètres, tous les 500 mètres ou tous les même 200 mètres, tu dois re-regarder ta boussole, et quelquefois tu as les 3 à gauche, 3 à droite, tu perds beaucoup de temps en fait à ça. Donc en fait, quand tu es habitué à cette clarté pendant 3 heures, après vers 13-14 heures à 14 heures, quand il fait nuit noire, tu as envie de dormir en fait. Et puis tu as déjà marché 5-6 heures quelque part, donc tu as déjà fait une grosse journée. Et là, tu as un peu un effet soporifique, et puis une deuxième journée commence, quoi. Donc ça, c'était les premiers jours. Et après, les deuxièmes jours, vers le milieu, vers la fin, en fait, c'est là où, au contraire, ton esprit, il est un peu plus éveillé, tu vois. C'est là où tous tes sens se réveillent, parce que justement, t'as la nuit, t'as plus rien, euh, et tu deviens beaucoup plus vigilant euh, au moindre relief, au craquement de neige, à un peu tout. Et c'est un peu marrant, c'est un peu, t'as un deuxième état qui arrive, quoi. Et alors, si vous avancez comme ça pendant 3 semaines dans le noir, alors ça demande, je suppose, un certain nombre de batteries pour les lampes que vous utilisez, mais c'est pas un peu déroutant d'être tout le temps dans la nuit et de retrouver le jour, je suppose, au bout de 3 semaines, ça doit faire quelque chose? Ouais, si, si, c'est déroutant, ouais. Mais c'est pas ce qui est le plus déroutant. Moi, pour moi, le plus déroutant, c'était des choses simples, c'est retrouver une chaise, tu vois. Ça paraît simple, mais tu es toujours assis par terre sur ta pulka ou recroquevillé dans ta tente. Tu vois, avoir de l'eau qui coule du robinet, une chaise.
Et pour moi, ou un interrupteur, c'était des trucs incroyables, tu vois. Parce qu'il fait toujours noir, tu vois jamais rien. Parce que des fois, ta pile, elle a plus de batterie, hop, t'es obligé de la changer. Et puis t'es en moufle, hein, donc tu changes pas une pile de batterie comme quand t'es dans ton appart, quoi. T'es en moufle, t'as du vent, tu vois rien. Et en fait, t'es toujours un peu en train de perdre des choses et t'es dépendant de plein de choses. T'es dépendant de ta lumière, de tes moufles, de ton truc, etc. Et t'as zéro confort, mais c'est ça aussi qu'on va chercher. Donc, c'est vrai que les conforts simples de la vie de tous les jours, t'y reprends goût. Et moi, je m'en souviens, ça m'avait assez marqué, quoi. Mais le pire, c'est la chaise, hein. La chaise, ça m'avait. Putain, t'es assis à une table, tu manges tranquille, tu peux t'adosser contre quelque chose. C'était quelque chose que t'as pas vécu pendant 3 semaines, tu vois. Tu peux pas t'adosser. Y a rien pour t'adosser, tu vois. Tu vous avez pas emmené un espèce de chaise miniature que vous traîniez dans vos poulkas? Non, 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 bah, c'est du poids un peu en trop, quoi. Donc il faut aussi être rationnel au niveau du poids. Donc tu essayes de limiter le poids non nécessaire. Et tout ce qui concerne le confort, c'est du poids non nécessaire, tu vois. C'est quoi la casse du coup que tu as au niveau humain? Je sais pas, quand tu es au Groenland, t'es tout le temps dans le soleil, t'as pas eu le nez qui a cramé comme jamais, et dans la nuit, comme il fait tout le temps froid, t'as pas un doigt qui était à la fin un peu, tu vois, Ah bah, alors, bizarrement, on avait plus froid. En fait, on cherchait le froid en allant au Cap Nord, avec cette ville de départ à -50 degrés. En fait, on a plus eu froid au Groenland. Parce qu'au Groenland, on a eu -43 degrés, je crois, on avait plus froid. Et on avait beaucoup de journées à -25, -30, tu vois. C'était un peu la norme. Et quand au milieu de cette terre totalement plane, avec des vents qui viennent constamment du nord ou de face, t'as un effet de ressenti qui est assez dur tout de suite. Donc au Groenland, moi j'ai eu des gelures que j'ai dû soigner en rentrant. Donc on a vraiment eu froid au Groenland. Et après au Cap Nord, on a moins eu froid. Alors on a même eu de la pluie, hein. Maïkan l'a raconté, hein, dans son expé au pôle Nord, on a eu de la pluie quand on était 600 km au nord du cercle polaire en janvier, en plein hiver, quoi. Donc c'est clair que ça amène à se poser un certain nombre de questions. Et du coup, on a finalement moins eu froid. Après, on était aussi mieux équipés parce qu'on a été traumatisé par le froid au Groenland, par ces gelures notamment et tout. Mais le fait d'être mouillé, typiquement, c'est terrible parce que après, bah, l'eau pénètre en fait dans les couches de tes vêtements, dans tes sous-couches, dans ta poulka, dans tes fringues, dans ton duvet, enfin partout en fait, ça s'infiltre. Et puis après, ça regèle, tu vois. Donc en fait, tu es toujours un peu humide, mouillé, gelé, et ça c'était terrible au Cap Nord, alors qu'au Groenland, justement, on faisait très très attention, vu que l'effort était assez régulier. Toi, tu marches 10 heures par jour, c'est le même effort. On arrivait à gérer notre transpiration, notamment, et l'humidité, et de faire en sorte que du coup, nos vêtements étaient toujours secs. Enfin, on transpirait jamais au Groenland. On partait, on avait froid, mais au bout de, moi je m'en souviens, c'était 37 minutes pile. Au bout de 37 minutes, tu te réchauffes. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu n'as plus froid de la journée. Enfin, tu as toujours un peu froid. Une pause, c'est 10 minutes. Tu fais pas une minute de plus, généralement, parce que tu as quand même le froid revient. Mais l'effort te réchauffe. Donc au Groenland, on avait réussi à gérer ça. Et c'est vrai qu'au Cap Nord, vu que l'effort était tout à fait irrégulier, quelquefois c'était des plaines, c'était rare, mais il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Donc tu t'enfonçais, il y avait de la dénivelée, il y avait des forêts où tu devais tirer ta poulka. Donc en fait, tu pouvais pas enlever des couches, remettre des couches, enlever des couches, remettre des couches. Tu perdais trop de temps. Donc finalement, tu restes comme ça et tu transpires, quoi. Et à partir du moment où tu transpires, dès les premiers jours, on avait des zones de forêt. On a transpiré et moi, je sais que j'ai jamais séché d'expédition. J'ai fait toute l'expédition de 3 semaines dans la nuit mouillée, quoi. Et c'est pas très agréable et tu as vite froid, quoi. Une moindre température, le plus froid qu'on ait, c'est -35, je crois. -35 quand t'es humide, t'as vite froid. Je veux bien te croire. Ça doit être quelque chose quand même de. Je sais pas comment tu fais. Est-ce que la respiration est plus difficile? Non, non, honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. Même pas Euh, besoin de s'habituer, d'être, je sais pas, 2 jours là-bas à -20 et respirer pendant, je sais pas, 2 jours avant de se lancer dans un truc. Ouais, non, non, la respiration, honnêtement, ça va. Le plus dur, c'est euh, enfin, un défi pour nous, c'était le changement de rythme, clairement, et ce climat, quoi, qui était finalement assez clément, avec certains niveaux de chaleur, enfin, chaleur, c'est un grand mot, mais et l'orientation, quoi. C'est-à-dire que s'orienter dans la nuit, c'est terrible. Il y a des jours où on faisait 3 km, 4 km en 10 heures de marche, quoi.
Tu t'avances pas d'un cul, quoi. C'est terrible. Quand tu dois en faire 18 par jour pour rentrer dans ton expé, le premier jour, on a fait 4, le deuxième jour, on a fait 7, et le jour d'après, je crois, on a fait 14 ou 15, tu vois. Alors qu'on devait faire, tu vois, 3 fois 18, 54, tu vois. Et du coup, forcément, t'en as fait à peine 30, enfin, t'en as même pas fait 30, du coup, t'es vachement en retard sur ton expé, quoi. Ouais. Donc ça, c'était dur, l'orientation, ouais. Vous êtes perdu? Alors, ça dépend ce que tu appelles perdu. On est souvent sorti de l'itinéraire initialement prévu, oui. Euh, mais on s'est pas souvent perdu sans savoir où on était, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même, tu vas pas forcément suivre une ligne très très précise, tu vois. En gros, c'est plus que t'as un canal sur la carte, tu vois, t'as un sillon qui est large de 100, 200 mètres, 1 kilomètre, j'en sais rien. Et c'est à peu près par là que tu dois passer, quoi. Puis après, t'as les montagnes, t'as les lacs que tu retrouves. C'est pas comme un sentier de montagne où c'est au mètre près, quoi. Donc perdu, non, tu vois, on arrive au bout. Et de toute façon, c'est ce qu'on se disait, à partir de ta boussole, tu vises le nord, tu es dans la bonne direction, hein. C'est pas, après, tu vois, c'est pas. Mais non, non, c'est pas trop, trop perdu, ouais. C'est vrai que si tu vises tout le temps le nord, c'est quand même à peu près Ouais. simple à suivre. Et il y a eu des rencontres intéressantes, je sais pas, des crevasses que vous avez pas vues, des ours, des trucs comme ça. Alors, il n'y a pas eu d'ours, il y a pas d'ours dans ces régions. Enfin, pas d'ours polaire en tout cas. Il y a des ours bruns, mais ils hibernent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu c'est pas des mouettes, mais comment ça s'appelle, des poules, enfin, des oiseaux blancs, des perdrix, voilà. Des perdrix des neiges, de temps en temps, qui s'envolent comme ça d'un coup, alors que tu sais, parce que quand t'es dans le noir et que t'as ta lampe torche frontale, tu l'allumes pas plein phare, tu vois. Enfin, quand t'es derrière, tu l'allumes quasiment pas d'ailleurs, ou tu l'allumes un tout petit peu, et celui devant, il l'allume peu, et quelquefois, il met un flash pour voir vraiment où il va, quoi. Mais sinon, vraiment, ton espace vital, c'est un rayon de 5 mètres autour de toi, quoi. Donc toi, tu vois pas vraiment, tu vois pas grand-chose. Ça se trouve, tu fonces droit sur un ravin. Enfin, non, tu fais con. Mais bon. Et quelquefois, d'un coup, hop, dans cet espace, la lumière réveille des oiseaux et paf, ils s'envolent tout de suite. Et c'est vrai que ça fait des petits sursauts, quoi. Donc ça, c'était assez marrant. Sinon, on a vu une nuit, on a entendu un animal meulé. Enfin, je sais pas si c'était le bruit, c'était peut-être un énorme renne ou un ours. On sait pas trop ce que c'est en vrai. On n'était pas rassurés. Et on n'a rien fait, quoi. On est resté dans les duffets, on a attendu que ça passe, et, euh, et c'est passé. Et sinon, on a vu des phoques quand on a traversé le bras de mer, parce qu'à la fin, on doit traverser un bras de mer de la mer de Barents pour atteindre le Cap Nord qui est sur une île en fait. Donc là, on a Ok. vu des phoques. Et sinon, non, non, la rencontre la plus forte, c'était un éleveur de rennes et qu'on a croisé le 31 décembre, je m'en souviens très bien. Euh, et en fait, il est arrivé en motoneige près de nous. Il s'est arrêté parce que je pense qu'il devait se dire, mais bon, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces trois-là, là? Et en fait, il n'a pas compris. En fait, il s'est arrêté devant nous et tout de suite, devant nous, sa motoneige a pris feu. Donc, on a mis des photos sur Instagram, etc. Donc, c'était improbable. Et nous, si tu veux, c'est lunaire. Si tu veux. Nous, ça fait. Alors, ça faisait pas longtemps, non, ça faisait 4 jours qu'on était parti, tu vois, 3 jours. Ouais, 3-4 jours, tu vois. Et 3-4 jours, t'es déjà bien dans l'expé, quoi. C'est-à-dire que tu vois personne, tu vois pas de signe de vie, y a rien, quoi. Il y a pas de maison, pas de lumière au loin, t'es tout seul, quoi. Et voir une motoneige qui arrive comme ça, si tu veux, qui sort de nulle part, c'est aller choper des merveilles, quoi. Et en plus, qui prend feu devant toi. Mais le mec, il dit même pas un mot. Il descend de sa motoneige, ça prend feu. Et là, avec Valentin et Thomas, on se regarde et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est lunaire, quoi. Pensez-moi, on rêve ou quoi. Et le mec aussi, il comprenait pas. Et en fait, donc après, on attend, et puis, je sais pas, il y a eu un bug, je sais pas pourquoi ça a pris feu. Et en fait, il y avait un troupeau de rennes, juste de l'autre côté de la colline, il y avait un troupeau de 2000 rennes. Et on était un peu deg de pas les voir. Mais sinon, ça c'était une rencontre assez marrante. Et cet éleveur de rennes qui connaît bien la région, du coup, on lui a montré notre itinéraire. Et comme on s'était bien cassé les dents dans les premiers jours dans de la forêt, des collines et des dénivelés, etc., l'itinéraire, il nous a dit non, mais celui que vous comptez prendre, vous arriverez jamais au Cap Nord à temps, les gars. Passez par là, c'est plus simple, etc. Et nous, l'endroit qu'il nous montrait, il y avait plein plein de lacs, de rivières, etc. Et au début, on avait un peu peur, nous, de ces éléments-là. Et en fait, on s'est rendu compte après coup que certes, il fallait être vigilant, mais c'est ça qui nous a permis, c'était la clé, en fait, pour traverser ces reliefs, parce qu'un lac ou une rivière, enfin, un lac, en tout cas, c'est plat,
c'est dégagé, donc tu vois bien l'horizon. Tu peux bien tracer, tu as moins de neige généralement, donc tu t'enfonces moins. Et donc finalement, c'était une belle aubaine. Et on a écouté ce gentil garçon, cet éleveur, et puis on est arrivé au Cap Nord à temps, ouais. Donc je pense il y est en partie pour une raison à cette réussite. Tu parlais du bras de mer tout à l'heure que vous deviez traverser pour arriver sur une île. Comment tu traverses un bras de mer? Il était gelé? Non, 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 le bras de mer n'était pas gelé. Donc en fait, on est arrivé au fjord. Donc il y a 14 km de traversée entre le bout du fjord et pour atteindre l'île. Et en fait, donc au début, donc on était équipé de packraft. C'était Amphibio qui nous les avait prêtés, enfin donnés même, un sponsor. Et donc ces packraft, c'est des petits canoës gonflables en fait. Que quand tu roules et que tu dégonfles, et ben après, ça fait la taille d'un duvet, toi. Et ça pèse 2 kilos dans la poulka. Et c'est les mêmes qu'avaient Mike Horn et Borg au Cap Nord, au pôle Nord, pardon, on s'est rendu compte. Le gros bleu qu'ils avaient, c'était les mêmes. Bref, et du coup, donc on en avait chacun un. Et pour traverser, on les accroche tous les trois ensemble. euh, Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos entraînements, c'est comme ça que c'est plus stable. En cas de houle. On avait fait des packraft en Bretagne la nuit. Et en fait, si t'es tout seul, tu peux chavirer dans les grosses vagues, etc. Et quand c'est à 3, tu prends la flotte, mais tu chavires moins. Et chavirer dans l'eau à 2 degrés, en, en pleine nuit en plus, c'est ce que tu essayes de faire. Alors qu'être mouillé un peu, au pire, tu peux perdre un orteil ou t'as froid, mais voilà quoi. Donc la clé, c'était quand même de pas se retourner. Donc on était venu à la conclusion qu'il fallait attacher les trois packraft ensemble l'un à côté de l'autre pour être plus stable. Et les poulkas, donc c'était nos traîneaux, ils flottaient en fait. On avait pris exprès un modèle qui flotte et on les avait attachés tout pareil, tous les trois ensemble, reliés à nos packraft. Et donc on était parti comme ça. Et sachant que le premier jour, on a tenté la traversée, on a crevé 2 packraft sur 3. Donc là, je peux te dire qu'on faisait pas les malins. Un coup du sort, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait, en fait, on est arrivé sur la marée jouait contre nous, la marée remontait. On était en bout de fjord, tu vois. Ouais. Donc en fait, faut imaginer, voilà, il y avait la marée remontait qui nous empêchait un peu de sortir de notre crique où on avait posé le camp. Et en fait, à un moment, on arrive sur un haut fond. Et donc là, pour s'en sortir, avec une pagaie, moi je monte sur un petit rocher pour essayer de tirer les packraft avec Valentin et Thomas encore dedans. Et là, on prend un piolet en fait. Sur les poulkas, il y avait des piolets, des bâtons, les skis du coup qui étaient là. On prend chacun des trucs pour un peu pousser au fond et se dépatouiller de ce haut fond. Et voilà, et ce qui est arrivé arriva quoi. Le piolet, il perce le vaisseau central, hein, le vaisseau amiral, qui est ce gros packraft bleu qui peut supporter 250 kilos, et il éventre un autre. En fait, on avait un grand packraft et deux petits. Et il Ok. éventre l'autre. Mais il éventre, il y a une brèche de 6-7 cm. Quoi. Et donc là, on, là, on est tout penaud. Quoi. Là, on rentre on essaye tant bien que mal, on dépose Valentin sur un caillou. On essaye de rejoindre la berge, on n'y arrive pas, donc on finit à mettre les pieds dans l'eau jusqu'à mi-mollet. On rejoint la berge et en fait au début on croyait qu'il n'y en avait qu'un qui était percé. Puis en fait arrivé sur la berge on se rend compte qu'en effet le deuxième, donc le vaisseau amiral, le vaisseau central là, il est aussi percé. Ah là là. Donc là on gueule, on voit sur les vidéos GoPro, on se les a regardées l'autre jour là, on voit Thomas qui gueule mais putain mais merde. Et en effet, et puis t'as Valentin qui est toujours sur son petit rocher à 100 mètres, à 100 mètres du bord avec l'eau qui monte. Il dit les mecs, venez me chercher. Et du coup, il a pataugé de rocher en rocher, puis il a réussi à rentrer. Et en fait, on avait tous les trois, du coup, mis les pieds dans l'eau, quoi. Et à ce niveau-là, c'est très dangereux parce que toutes les strass, en fait, de tes chaussures, elles deviennent humides et mouillent. Et c'est là où tu peux, la nuit ou en journée, tes chaussures, elles gèlent et c'est là où tu peux perdre des orteils, quoi. Et vous Donc, faisiez pas des feux, je sais pas, le soir au campement? alors, non, parce que tu t'as pas de bois pour faire un feu. C'est une perte de temps parce que ça sert pas à grand chose. Donc non, non, quand tu rentres, tu te réchauffes. La tente te réchauffe, quoi. Euh, et tes chaussures, elles sont mouillées, tu pourras jamais les faire sécher. Et surtout que là, quand on était près de l'eau, on était sorti de la montagne, et c'est là où il a commencé à faire doux, quoi. C'est-à-dire qu'il neigeait, mais en fait, il neigeait une neige un peu mouillée, quoi. C'est-à-dire que quand la neige arrivait sur toi, elle fondait tout de suite par la chaleur que tu dégageais sur moi. Et donc ça, c'est le premier jour. Donc là, on est honnêtement, on fait pas les fiers, on a un peu, je sais pas si c'est de la peur, mais il y a un sentiment qui nous a envoyé en mode on est si près du but.
Et c'est ce pourquoi on s'est entraîné en fait. Les 6 mois de préparation, c'est le risque qu'on avait identifié sur cette expédition, c'était cette traversée du bras de mer de 14 kilomètres. Et tous les entraînements, c'était des entraînements de packraft qu'on a fait quasiment. Et en fait, là, on se rend compte qu'en faisant, mais on a fait 200 mètres, hein, on a fait même pas 200 mètres, toi, avec les packrafts dans l'eau. Tac, une erreur débile et c'est un AP. Et on se regardait, on se dit putain, mais on va pas l'atteindre en fait cette île. Et puis en plus, avec un packraft, à la limite, on peut le réparer. Avec 2 packrafts, c'est chaud quoi. Et puis là, on commence forcément, tu commences à imaginer des choses. Si on réessaye, que ça crève au plein milieu de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir et tout. Et en fait, à ce moment-là, faut pas penser ça quoi. Il faut juste, on était tous un peu énervés, à fleur de peau et tout, ou déçus, ou apeurés, j'en sais rien. Puis en fait, on s'est tous rassemblés, tu vois. On s'est dit bon bah ok, il faut trouver une solution, réfléchissons. Et donc en fait, on a appelé l'homme au sol, qui nous donnait des informations météo, notamment des choses comme ça. Et donc l'homme au sol, on lui a demandé voilà comment on répare les packraft. Et en fait, nous on avait sorti des notices et on n'avait pas les notices. Et moi j'aime pas ça parce que moi je lis toutes les notices de chaque matos, tu vois. Même un mousqueton, je vais lire la notice. Je suis un peu un timbré des notices et je fais chier Val et Thomas avec ça. Et là il y avait pas les Ok. notices. J'étais fou. Enfin non, ça sert à rien d'être fou parce que de toute façon ça sert à rien de. Tu peux pas en vouloir à personne quoi. C'est une erreur collective. Il y a pas les notices. Bon bah voilà, les packraft ont percé. C'est de la faute de personne en fait. Il y a une part de responsabilité personnelle, mais en soi la faute est collective. Donc ça sert à rien de s'engueuler. Il vaut mieux construire sur qu'est-ce qu'on va faire demain, quoi. Parce que tu es quand même dans un environnement où voilà, ta vie n'est pas forcément en jeu, mais en tout cas, voilà, il y a un risque qui est avéré, quoi. Donc, donc là, on se recentre et on se dit, ok, on appelle l'homme au sol, il nous donne des indications pour réparer. Et en fait, dans le kit de réparation, il y avait en même temps les kits de réparation des matelas gonflables, de la tente, des packraft. Donc, on savait pas quel patch allait sur le truc, quoi. Mais Thomas, il a une expertise assez poussée de la réparation parce qu'il a tendance, Thomas, à chaque expédition à percer son matelas gonflable. Donc, donc grâce à ça, il sait maintenant super bien réparer tout ce qui se dégonfle. Et donc là, on a pris la décision on va réparer les 2 packraft, on va les gonfler, on va poser le camp et on va dormir. Et demain, on va se lever hyper tôt, à 3h du mat. Et on va retenter la traversée. Et si les packraft sont encore gonflés, s'ils sont gonflés le lendemain matin, c'est que la réparation a tenu. Donc c'est ce qu'on fait, on rentre dans la tente. Il n'y a pas un mot, hein. Là c'est le désarroi total, on gonfle pas. Alors Thomas se lance dans la réparation des 2 vaisseaux. Mais pour ça, il faut s'imaginer, on est dans un environnement hyper humide, inconfortable, ça fait 15 jours qu'on marche, on est mort. Tu peux pas sécher ton packraft dans une tente, en plus le packraft il est hyper gros, tu vois, donc ta tente elle est quand même c'est pas si grande que ça, donc il faut sécher le truc et tous tes vêtements sont mouillés parce que ceci, cela. Donc c'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez périlleux comme entreprise. Et finalement, voilà, il colle les patchs, il les répare. Et le lendemain matin, donc le soir, on se couche. On dort pas beaucoup, je te cache pas. Et le lendemain matin, on se réveille et on regarde les packraft, ils sont encore gonflés. Donc on se dit, bon, C'est trop bien. c'est une bonne nouvelle. Euh, donc on va faire la traversée. Tu vois. On va faire la traversée. Et donc à ce moment-là, on commence à prendre le petit déjeuner. Et là, en fait, le petit déjeuner, la ration est infectée à l'essence. Donc là, on se dit, c'est pas possible, quoi. Donc on part le ventre vide. Parce que tu sais, dans la Puka, c'est pas avec. Peut-être que dans l'eau, la ration s'est ouverte, et puis le bidon d'essence, il a peut-être un peu fui parce que, je sais pas, tu as peut-être quelques gouttes qui partent à droite à gauche, et puis l'essence, ça sent fort, donc ça se trouve, c'est pas de l'essence, mais au début, on commence à manger avec Valentin, et Thomas qui nous regarde dit, vous ne trouvez pas que ça goûte l'essence, les mecs? Et nous, avec Thomas, on dit, mais non, c'est bon, arrête, c'est juste les épices, parce que c'est des nouilles chinoises le matin, c'est juste les épices, arrête, etc. Donc, avec Valentin, on mange. Et puis après, donc une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Et Thomas, il dit non, non, mais moi je peux pas, les gars, ça sent l'essence. Et là, on continue, je fais, mais non, arrête. Et là, on passe aux céréales. Et là, avec Valentin, on se regarde et puis on est obligé de se résigner, quoi. Toute la ration est infectée, quoi. Donc finalement, on part le ventre vide, on prend quelques biscuits. Mais c'est un coup au moral qui est assez dur, tu vois. Parce qu'il est 3h du mat, la veille c'était percé, ce matin tu pars le ventre vide pour faire ta traversée. Donc bon. Donc là, il n'y a plus de place il n'y a plus de place à la rigolade, quoi. C'est-à-dire que hier, on est parti avec un élan de confiance qui nous a été sanctionné directement. Donc là, on est concentré, calme, hyper humble. On part avec toute l'humilité possible qu'on peut rassembler. Et donc on s'organise, on se prépare, on se parle beaucoup, qu'est-ce qu'on fait. Donc on remet les poulkas ensemble. Et donc là, on attend que le temps se dégage parce qu'il y a une petite tempête de neige.
Et dès que ça se dégage, du coup, on met les packrafts à l'eau et on part. Et en fait, la technique, c'est de se dire, on va longer le fjord à 4-5 mètres de la côte, tu vois, enfin plutôt 5-10 mètres. Comme ça, si les packrafts ils lâchent, ils repercent, tu vois, les réparations pètent, et ben au moins on est à 10 mètres du bord, tu vois. Donc ça dure à peu près 9 km, 8-9 km. Et puis vraiment, au bout de fjord, c'est là on est face à l'océan ou à la mer, et c'est là où il faut faire cette fameuse traversée de 4-5 km pour rejoindre l'île du Cap Nord. Donc au début, on commence à allonger le fjord, ça se passe bien, et puis petit à petit, la houle se lève en fait. Plus tu sors de ta crique et que tu rentres dans le fjord, un fjord c'est quand même assez long, ça fait, je sais pas, ça peut faire 1 km, tu vois, 500 mètres, 1 km. Et tu sens qu'il y a une houle parce que tu as un vent de surface. Et là, donc, moi je prends l'eau par derrière, donc la petite, tu vois, à 7h du matin, dans la nuit, l'eau à 2 degrés qui t'arrive dans le bas du dos, celle-là fait pas forcément plaisir, tu vois. Donc avec Valentin, on prend l'eau et surtout on regarde les poulkas qui suivent derrière, parce que leur ligne de flottaison est quand même pas hyper large, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que 2-3 cm de plus et la poulka, enfin c'est le tissu de la poulka, il prend l'eau, la poulka coule et c'est terminé. Donc on est assez, on est assez tendu, tu vois, quand même. Et donc là on avance. Donc moi je rame à Attends, gauche. juste Mac, j'ai un doute. Quand tu mets les 3 poulkas à côté, la personne qui est au milieu, elle rame pas du coup? Non, la personne qui est au milieu, c'est ça en fait. Moi je suis à gauche. Ouais. Valentin était à droite. Thomas est au milieu. Et Ouais. en fait il y a les poulkas qui suivent derrière. Et Thomas s'assure à ce que les poulkas viennent pas taper dans les packrafts. Parce qu'en fait quand tu rames, quand tu vas donner un coup de rame, tes Ouais. 3 packrafts ils vont avancer ensemble. Et en Ouais. fait ça va tendre ça va tendre en effet la corde qui relie tes poulkas et ça va faire avancer tes poulkas peut-être un peu plus vite et ça va venir cogner les packrafts. Et donc là, tu as ce mouvement enfin, cette cogne qui se répète et on se dit, voilà, les poulkas, c'est assez incisif, ça se trouve, ça peut repercer les packrafts par derrière, donc on est tous timbrés, on est parano à ce moment-là. Et donc tu as Thomas qui essaye de gérer ça, quoi, qui gère l'écartement avec les poulkas. Et en plus, les poulkas sont reliés au packraft par des cordes et on se dit, bah pareil, l'endroit où la corde de la poulka est rattachée au packraft, c'est une espèce de petit, t'as une petite lanière qui sort du packraft. Ça tire, elle est souvent sollicitée. On se dit, pareil, le packraft il peut péter à cet endroit-là. Donc on Ouais. essaie de vraiment gérer. Thomas, il gère vraiment les poulkas derrière. Et nous avec Valentin, on rame. Et arrivé à ce bout de fjord, donc là on voit que la houle, il y a eu de la houle, honnêtement, on n'est pas hyper serein. Et arrivé en bout de fjord, donc là, une petite expérience marrante, on s'arrête pour manger un coup et pisser, tu vois. Pisser sur un packraft, c'est pas facile. Honnêtement, perso, je m'en suis foutu partout. Et donc après, tu commences à grignoter 2-3 trucs. Et en fait, c'est toi, t'as ta rame et tu peux pas la lâcher, quoi. Donc là, on voit une otarie d'ailleurs, ou un phoque. Je pense que c'était plutôt un phoque. Donc c'est assez marrant. Et Thomas et Valentin ils disent ah trop bien un phoque et tout. Et moi j'étais timbré, je dis mais non mais vous êtes ouf les gars, les phoques c'est trop joueur, le truc il arrive sur nos packrafts avec ses dents ou je sais pas quoi, il peut les percer ou nos packrafts ils sont déjà surchargés, un phoque ça peut faire 100 kilos, s'il arrive il peut nous faire chavirer et tout, enfin c'est hyper dangereux quoi, faut pas s'approcher de lui quoi. Et alors peut-être que j'étais trop parano ou pas, j'en sais rien, mais voilà en tout cas ça c'était la petite histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, donc il y a cette discussion, on pisse, on va le phoque, Thomas nous donne à manger de la pâte d'amande, du chocolat dans la bouche directement. Et là, on se rend compte qu'on dérive vachement, quoi. Qu'on dérive vachement vers l'océan. En fait, on visait l'île du Cap Nord en face, et on voulait atteindre, donc là, on est pile au sud de l'île du Cap Nord, et on voulait atteindre l'île du Cap Nord par l'ouest, en ramant vers la gauche. Et en fait, on se fait dériver vraiment vers l'est, mais très très fortement. Et donc là, on se dit, regardez les mecs, on dérive, donc hop, on reprend, on essaie de ramer vers l'ouest, et en fait, on fait du surplace, quoi. On fait du surplace, mais par contre, on dérive au large. Et donc on se dit qu'on s'épuise, et on se dit, ah bah vas-y, c'est maintenant qu'il faut traverser, quoi. C'est pas là où on voulait commencer à traverser, on voulait continuer de longer le fjord encore un petit peu, mais en fait, on dérive trop vers l'océan, donc on s'est dit, go, maintenant, on y va. Et donc là, on rentre dans un mode galère romaine, quoi. On rame comme des dératés. On s'arrête pas. Il y a des crampes, il y a des trucs. Et t'as Thomas qui se met aussi à ramer derrière. Je sais pas, il donne des petits coups voilà, pour qu'on soit tous dans l'effort. Et là, tu regardes derrière, tu vois qu'en effet, donc l'arrière s'éloigne. Mais devant, l'île se rapproche pas du tout, quoi. Tu vois, tu te dis, Ouais. c'est possible. En fait, tu te rends compte que c'est hyper loin, quoi. Et donc là, tu rames, t'en peux plus. Et là, tu penses, je sais pas, tu penses à ta famille, tu penses à tes potes, et tu dis que c'est maintenant, quoi. Et c'est ce qu'on se dit, on se parle, on s'encourage. Je dis, c'est maintenant qu'on fait un effort, les mecs, c'est que maintenant, tu vois. Parce que là, tu peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes et que tu dérives trop, c'est fini, quoi. Donc, il faut pas s'arrêter. Donc là, tu rames. Mais je sais pas, ça durait, je pense, ça durait peut-être 1 heure, tu vois, 1 heure et demie, quoi. C'était interminable. Et on arrivait là-dedans, mais t'étais crevé, quoi. Et donc, on finit par arriver, on voit que finalement, ça commence à se rapprocher, l'île en face. Ça fait 5 bornes sur l'eau en 1 heure et demie?
Non, non, C'est non, non, c'est non. Là, on a fait 2-3 bornes, ouais, comme ça, je pense. Et puis après, on a longé le. En fait, je sais pas quoi, le temps qu'on a mis. Mais, OK. mais c'était long, quoi. C'était au moins 1 heure. Et donc, une fois qu'on a traversé, et donc là, on voit que ça se rapproche en face. Et donc, on se dit, allez, dernier effort. Et là, t'as des crampes. Et surtout, tu gèles. T'as les pieds qui gèlent. Parce que tes pieds, ça fait. En tout, on a passé 8 heures sur les Packraft. Et tes pieds, si tu veux, ça fait déjà 4-5 heures ils sont statiques, tu vois. Donc, ils bougent pas. T'as les chaussures mouillées de la veille. Il doit faire, je sais pas, -4, -5 degrés. Donc, si tu veux, t'as trop froid aux pieds. T'as froid aux mains. Et en plus, tu prends de l'eau partout. Donc, tu te refroidis assez vite. Et donc là, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, et puis finalement, tu finis par arriver en face, quoi. Et là, c'est là, t'as plus d'épaule, vu que tu pagaies que d'un côté, du coup, t'es un peu déséquilibré. Ah Et là, on putain, était mort, sauf que vu qu'on a vachement dérivé, on arrive finalement à l'est de l'île, enfin au sud-est. Et là, à ce moment-là, on est hors carte, tu vois. Enfin, hors de notre carte qu'on avait prévue. Donc on se dit, maintenant, il faut qu'on trouve un endroit pour accoster. Sauf qu'en face, c'est en mode Etretat, quoi. C'était des falaises, impossible de poser le pied, ça. Et donc là, on se dit, putain, ça se trouve, si c'est toute l'île comme ça, quoi. Parce qu'on avait repéré, en vrai, si on avait décidé d'accoster à l'ouest, c'est parce que justement, il y avait une langue un peu de terre qui montait doucement. Parce que l'île du Cap-Nord, c'est une montagne qui est à 300 mètres de haut, avec des falaises tout autour. On se dit, s'il y a des falaises tout autour, on est mort, quoi. Et donc là, on a repassé, je pense, 1 ou 2 heures, à longer l'île à l'est jusqu'à un point. Donc c'est en pleine nuit, hein, donc tu vois rien, bien sûr. Heureusement, c'était assez clément, il y avait des étoiles, donc on distinguait à peu près les reliefs en gros. Et donc là, on arrive finalement à enfin, c'est pas une plage, mais parce que t'as pas de sable, c'est des galets de la neige, mais t'arrives quand même à une plage où on peut se poser. Et on voit en effet une langue de neige qui monte doucement, donc on se dit, on fait le pari que on peut en monter, quoi. Et donc là, on pose les packrafts, on pose le pied sur la terre, et là, on se dit, putain, on l'a fait, quoi. On a passé, je suis 8 heures en tout sur les packrafts, et on a fait 14 bornes, ouais. Et donc là, Ah, là, il y a explosion de joie, on n'arrive plus à marcher, on est tétanisé de froid et d'effort et de fatigue. Enfin, c'est un moment assez magique. Et donc là, on appelle nos proches au téléphone satellite pour les rassurer, parce qu'en fait, nous, c'est le moment de doute qu'on avait depuis 6 mois de préparation. C'était ce moment-là qu'on trouvait dur, tu vois. Et surtout dangereux, quoi. C'était un vrai risque avéré, et finalement, les réparations ont tenu, personne n'a chaviré. Parce que toi, tu as un packraft qui crève au milieu. Je sais pas ce qu'on fait, mais heureusement que c'est pas arrivé, tu vois. Donc on est ouais. très, 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 très rassuré. On est soulagé, on appelle les proches. Et en fait, on apprend que, en les appelant, via le téléphone satellite, qu'on avait une balise GPS qui nous suit et qui se met à jour toutes les heures, qui met à jour notre position toutes les heures, qui est accessible via un lien URL, qui permet sur Instagram de suivre notre position, notre évolution, etc. Et en fait, et c'est pour aussi les amis et la famille. En fait, ils nous ont raconté que pendant 5 heures, la balise était bloquée au milieu de la mer. En fait, la balise marchait pendant toute l'expédition. Et comme par hasard, alors je sais pas ce qui s'est passé, si elle a pris l'eau ou quoi, mais normalement non, parce que tout est dans des plusieurs couches de sacs plastiques. Et en fait, pendant 5 heures, elle était restée bloquée au milieu de la mer. Donc, quand on est arrivé, je sais que Valentin, il a appelé ses parents, ils étaient en pleurs, quoi. Ils étaient en pleurs parce qu'ils croyaient que le pire était, enfin, je sais pas ce qu'ils croyaient, mais, et du coup, c'est là où on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là que, enfin, de ce que vivaient les gens qui étaient restés derrière, quoi. Et qu'en fait, qu'on avait fait un truc qui était bien, où il y avait un vrai risque avéré, quoi. Incroyable. Incroyable. Quelle histoire. Comment tu fais pour quitter du coup cette île derrière? Comment vous repartez dans l'autre sens? Comment ça se passe derrière? Bah là, quand tu es sur l'île, c'est pas fini, hein. Il te reste une trentaine de kilomètres, un peu plus à faire pour atteindre le Cap Nord, qui est le bout de l'île, du coup, la pointe nord de l'île. Donc là, c'est assez terrible parce qu'en fait, on arrive, le lendemain, c'est tempête, donc on reste dans la tente, on décide de pas sortir. Et le surlendemain, on sort et la tente est complètement recouverte de neige. Et en fait, quand on commence à marcher, et en fait, on s'enfonce, mais de 80 centimètres, tu vois. C'est pas juste à la neige aux chevilles, c'est à la neige aux genoux, voire plus haut, quoi. Et donc là, et c'est tout de suite de la dénivelée. Certes, c'est doux. Il faut savoir que tu as quand même une poulka de 70 kilos, que tu es crevé et que tu as de la neige aux genoux et que tu es en plus en train de monter. Enfin bref. Et là, on met, je crois, 3 heures et demie à faire, je crois qu'on fait 3 kilomètres, un truc comme ça, en 3 heures et demie, 4 heures. Ah, la vache. Et on met 5 heures et demie, pardon. On met 5 heures et demie à faire 3 kilomètres et à monter sur le plateau de cette île à 315 mètres de dénivelé, quoi. Et après sur l'île, on s'est tapé. Alors, est-ce que c'est un climat? On s'est tapé des tempêtes jusqu'au Cap Nord après.
Est-ce que c'est le climat insulaire qui veut ça? Parce que t'es vraiment sur t'es une péninsule, quoi. T'es tout au bout du Cap Nord, t'as rien. C'est un peu un climat comme en Bretagne, j'imagine, ou en terre de feu, tu vois. C'est vraiment une péninsule hyper exposée. Et, euh, et après il a resté 3 jours de marche. Et en fait, quand on arrive au Cap Nord, on savait pas, mais l'île était en danger 5 sur 5 d'avalanche. L'île était en quarantaine. Mais nous, vu qu'on est arrivé pas via des routes ou des ponts ou des zones civilisées, on le savait pas, tu vois. On n'a pas croisé des Norvégiens qui nous ont dit. Et donc, quand on est arrivé au Cap Nord, en fait, on s'est rendu compte que la moindre dénivelé nous faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pour arriver au Cap Nord, on a vu qu'il nous restait un dernier dénivelé à monter, d'accord. Et on avait identifié une route sur la carte. On s'est dit, cette route, on va s'en servir comme main courante pour, pour atteindre le dernier plateau, puis après, on va filer tout droit au Cap Nord. En fait, arrivé au pied de la route, il y a une barrière rouge clignotante, tu vois, qui dit route barrée. Et en fait, on n'avait même pas vu la route quasiment, tu vois. Si on l'avait vu, mais la route est recouverte de neige, quoi. Et en fait, donc on commence à grimper. On se dit oui, bon bah c'est juste qu'il doit y avoir de la neige, etc. Et puis en fait, on se rend compte, c'est un peu une route pas en lacet, mais qui zigzague, avec la montagne à droite et le vide à gauche. Et en fait, on se rend compte qu'à droite, tout s'est décroché et que la route, en fait, elle est 3-4 mètres sous la neige, quoi. Et donc là, on commence à être inquiet parce qu'on se dit, au Cap Nord, en fait, il y a le retour. C'est un bus qui est censé venir nous chercher pour nous amener à Onningsvag, qui est la ville où il y a le ferry. Et ensuite, on prend le ferry. Et de ce ferry, qui après, le ferry nous amène à Tromsø, où on prend l'avion. Tu vois. Et en fait, à Tromsø, il y a nos amis qui nous attendent je sais plus, je crois que c'était le 16. Tu vois, le 16 janvier à 23h à Tromsø, il y a nos amis qui nous attendent à la sortie du ferry. Et donc, il fallait que nous, on prenne le ferry à Onningsvag le 16 à 5-6 heures du matin. D'accord. Et donc, nous, on arrive le 14 janvier. On arrive finalement face à cette route bloquée. Et on se dit, putain, en fait, on pense pas tout de suite au retour, mais en tout cas, on se dit, voilà, comment on va arriver au Cap Nord. Donc, on commence par prendre cette route. Et là, on se rend compte qu'on est dans des zones vraiment, vraiment dangereuses et engagées pour le coup, parce que ouais, c'est recouvert d'avalanches. Et donc, on monte vite. On fait attention. Et en plus, c'est la nuit, hein, c'est la nuit, il y a du vent, enfin, t'es pas en pleine journée, donc tu deviens mal aussi les dangers. Donc, on regarde souvent à droite la montagne pour dénicher des corniches ou des plaques à vent et essayer de passer vite les moments risqués. Et puis, après 3h30, on arrive finalement en haut de ce plateau. Et donc là, on voit le Cap Nord en face, quoi. Il reste 10 km, je crois, un truc comme ça, ou 5 km, et qu'on fait assez vite, qu'on fait en 1 ou 2 heures. Et en plus, tu vois la lumière, quoi. C'est-à-dire que le Cap Nord, t'as un espèce de petit complexe. T'as un hôtel, un musée, et t'as une petite boule et tout. Et donc, tu vois le Cap Nord. Donc, si tu veux, là tu vas, mais c'est tout droit. Donc là, tu fonces. Là, t'es galvanisé par le truc, quoi. Et il y a une tempête qui commence à se lever. Donc, les 14 à 20h, le 14 janvier à 20h, on arrive au Cap Nord, quoi. On arrive au Cap Nord sur la tempête. Il y a 60 km/h de vent. Enfin, la tempête va se lever. Il y a 60-70 et on prévoit 90-100, tu vois. Donc, on arrive au Cap Nord, on est trop content. Et en fait, là, dans le bâtiment, donc on rentre pas dans le bâtiment, mais parce qu'on nous a pas laissé entrer, on voit que il y a des gens qui nous ont vus en fait tout au bout de l'île où t'as un petit globe pour signaler le Cap Nord. Et en fait, ils nous ont vus et du bâtiment depuis les vitres, ils nous ont fait hello parce que c'était éclairé et puis ils nous ont dit de venir les voir. Donc bon, bah, nous on va aller voir. Et en fait, donc là ils ouvrent la porte, ils nous laissent pas entrer. En fait, c'est un groupe norvégien qui venait d'expédition, c'est une agence d'aventure norvégienne qui vient justement de la ville de Lyngsvag, donc de là où il y a le ferry. Et en fait, il nous disait, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, bah, on est en expédition, on a rejoint Karasjok du Cap Nord. Il dit, mais vous savez que c'est interdit, vous êtes en train de breaking the law, parce que l'île est en quarantaine, risque d'avalanche 5 sur 5, toutes les autorités sont mobilisées, et nous, ça fait 5 jours qu'on est bloqués ici. En fait, ah ouais, et les mecs, ils avaient des quads, des motoneiges, tout le bordel, quoi. Et on dit, ah bon, on dit, et oui, oui, et hier, à Onningsvag, où vous voulez aller, il y a eu 13 avalanches dans la journée. Et il y a une avalanche qui a emporté une déneigeuse. Donc la déneigeuse, c'est une grosse machine. Une déneigeuse, il faut vous imaginer, c'est un 33 tonnes, hein, en gros. C'est énorme, c'est vraiment colossal, c'est une grosse machine. Et donc là, on se regarde, on se dit, ah ouais, en fait, et ils nous ont dit, la route par laquelle vous venez de passer, c'est hyper dangereux, quoi. Et nous, on dit, oui, mais
il y a un bus, et en fait, on se rend compte à ce moment-là que le bus qui était censé venir nous chercher, nous, on voulait planter le camp le 14 au Cap Nord, et que le lendemain matin, le 15, le bus viendrait nous chercher, et nous amènera au Nix-Vague tranquille, on prendra la bière le 15 au soir, et le 16, on prend le ferry, quoi. Et en Ouais. fait, on se rend compte que le bus, il viendra jamais, quoi. Clairement, tu vois. Les mecs, ça fait 5 jours qu'ils sont bloqués ici. Donc là, en fait, on se dit, on n'est pas arrivé, tu vois. Et donc, ces gens-là, d'ailleurs, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer, parce qu'ils disent, c'est juste en cas d'emergency, de very high emergency, qu'on peut vous laisser rentrer. Et à la limite, on voulait pas rentrer, on voulait juste se réchauffer un peu, parce que, toi, bouffer un truc, toi, parce qu'ils avaient un petit hangar où il y avait les quads, juste se mettre sous le hangar, tu vois, pas forcément rentrer dans l'hôtel. Mais non, donc bon, tant pis, donc on se cache derrière une maison, à l'abri du vent, et donc là, on bouffe deux, trois trucs, et en fait, on se dit, il faut pas qu'on pose le camp là, quoi, parce que si on pose le camp, il y a la tempête qui va venir, donc c'est dangereux, de toute façon, on va se retrouver sous la neige, on pourra pas repartir, et surtout, il nous reste qu'un jour de bouffe, tu vois. Donc en fait, les mecs, ils sont là depuis 5 jours, ils ont des quads, des motoneiges, etc. Si ça se trouve, si on pose le camp, la tempête, en plus, elle est censée durer 48 heures, enfin, nous, on peut pas se permettre en termes de nourriture, de risque, etc. Et puis, on voulait rejoindre ce ferry, tu vois. Donc là, on se dit, bah, il est 20 heures, ça fait 10 heures qu'on marche, il faut qu'on fasse demi-tour. Et c'est dur, mais il faut qu'on retraverse cette zone montagneuse. Dans l'autre sens, cette fois, c'est de la descente. Et qu'on arrive au niveau de la barrière rouge, au début de cette route bloquée. On se dit, là, c'est l'objectif pour poser le camp. Et donc là, cette fois, on se dit, moi, j'avais fait une formation à Cham, et du coup, on se dit, vas-y, on se met un sifflet à portée de main. On enlève les dragons, on a les pelles sur les poulkas accessibles, et voilà quoi. Et puis on garde une distance, et puis on essaye d'aller vite, on identifie les coins chauds, puis on essaye d'aller vite. Et là, on Vous voit que avez un système de Harva ou un truc comme ça? ben non, parce que moi, quand j'avais fait l'analyse des risques, c'était mon rôle de la Laponie, j'avais appelé en fait les offices de tourisme sur 3 jalons, à Karasjok, sur une ville au milieu à peu près de la zone, et au Cap Nord. Et en fait, ils me disaient qu'il n'y avait jamais d'avalanche. C'était pas un risque, tu vois. Donc j'ai dit, bon, bah ok, c'est un risque que j'avais identifié, mais que j'avais rayé. Et en fait, en effet, on apprendra après que réchauffement climatique, certainement y est pour quelque chose. Le Cap Nord a connu sa plus grosse période d'avalanche. Enfin, en tout cas, d'intempéries, d'écart d'écart de météo extrême. Et donc là, d'habitude, ils sont bloqués. C'est déjà arrivé qu'ils soient bloqués un jour, mais en fait, c'est jamais arrivé qu'ils soient bloqués une semaine. Et donc là, on redescend. Donc là, on est hyper flippé parce qu'en fait, on se rencontre dans les yeux du gars qu'on a croisé au Cap Nord. En fait, on se rend compte que, toi, c'était quand même un mec qui a une agence d'aventure, qui a des quads, des motoneiges et tout. Et lui est bloqué, et on a très bien vu dans ses yeux que c'était vraiment dangereux, quoi. Donc, et nous, on a vu en montant que ouais, c'était quand même bien raide, quoi. Et puis dans la nuit, je te fais pas un dessin, tu te fais prendre par une avalanche, même si ta tête sort, ou avec ta poule 470 kg, tu te fais emporter dans le vide. Enfin, ça peut être dangereux. Donc là, on se reconcentre tout de suite. Et en fait, c'est comme à la montagne, quoi. C'est pas au sommet que t'es arrivé, c'est quand t'es de retour au camp base. Donc là, c'était pareil. Le Cap Nord, c'était notre sommet. Maintenant, l'objectif, c'était d'atteindre Onyx-Vague. Donc là, on fait demi-tour. Et après, je crois qu'on a marché 12 ou 14 heures cette journée-là. On descend finalement cette zone montagneuse et avalancheuse en faisant bien attention. Et cette fois, on était sous la tempête avec un vent de face parce que la tempête s'était levée. Et on finit par poser le camp à la route. Mais là, on a posé le camp à 2 heures du matin. On était genre exténués, tu vois. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du Cap Nord à Onyx-Vague, il y avait 34 km. Et sachant qu'en moyenne, on faisait 18 km par jour, pour nous, 34, c'est énorme, quoi. En moins de 48 heures, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a marché tout de suite. Le lendemain, on se lève, et il nous restait plus que 24 km. Donc on en avait déjà fait 22 ou kilomètres. On avait déjà fait 12. Donc on se dit, ok, c'est la journée à 22, et même si on arrive on s'attendait à pas dormir, en fait, tu vois, le 15. On se disait, il faut qu'on arrive, on va marcher sans s'arrêter jusqu'à Onyx-Vague. Il faut juste qu'on arrive avant 5h30 là-bas, quoi, du matin, le 16, tu vois. Donc là, on était parti pour une journée bourrin, quoi. Et là, en fait, on était arrivé, donc cette fois, on s'est dit, on va plus mettre les formes, on va marcher sur la route, en ski. Parce que sur la route, t'as moins de neige, et honnêtement, on était censé. Là, c'est du bonus qu'on fait, on était censé rentrer en bus, l'expédition, on l'a faite. Maintenant, ce qu'il s'agit, c'est de rentrer, quoi. Et de rentrer vite parce que l'île est en tempête, avalancheuse, donc il faut pas traîner, quoi. Donc là, on prend la route et on suit la route. Et donc là, on n'est pas. Là, En c'est la ski dernière. ou à pied du coup? Ouais, en ski, en ski. À pied, tu glisses parce que tout est glacé. Et en fait, là, on n'est pas épargné parce que il y a les 70 km/h devant toujours. Tu vois pas grand chose, t'as le visage fouetté, t'es fatigué, tu sais pas. Mais là, en fait, le fait d'arriver, et tu penses à tes amis qui t'attendent à Tromsø à l'arrivée du ferry, là, tu lâches les chevaux, quoi.
Mais là, c'est-à-dire que les pauses durent plus de 10 minutes, elles durent 8 minutes. Alors, ça paraît énorme, rien 2 minutes, mais 2 minutes sur une pause, c'est beaucoup, quoi. Donc, là, on enchaîne, quoi. Une première trace, et en fait, la première trace, on se rend compte qu'on fait 4 km, je crois. La deuxième trace, tac, on refait 4 km. La troisième trace, tac, on refait 4 km. Donc là, on est content, on bouffe du kills. Et sauf qu'on a un moment, on voit moins la route. On arrive, on voit moins la route parce que la route est séparée par des piquets rouges qui sont un peu fluorescents dans le noir avec la lumière. Et à un moment, on les voit plus. Donc, des fois, il faut reprendre la boussole et tu perds espoir. Tu te dis, putain, au début, tu es guidé par ces piquets, tu es trop content. Et puis après, tu les vois plus. Tu te dis, ah, on se retrouve dans ce désert blanc. Et finalement, on retrouve la route. Et là, à un moment, la route descend. Et en fait, descend, donc on voit la mer en face. Et Onyxvag, qui est une ville en fait près de la mer, nécessairement, vu qu'il y a un port. L'objectif, c'était d'atteindre cette route. Parce qu'après, la route, elle longe en fait. Après, la route est plate et puis elle longe en fait le pourtour de l'île jusqu'à Onyxvag, tu vois. Sauf que nous, on était à 300 mètres d'altitude, 300-400 mètres. Pour atteindre cette route, et on devait repasser par une zone avalancheuse. Tu vois. Et donc là, on s'est dit, ok, bon, dernier moment, un peu de concentration, les gars, zone avalancheuse, on fait attention. Et donc là, pareil, on y va, on est très très concentré, on est rigoureux, on est focus, on analyse bien tout, on y va doucement. Et puis on finit par arriver en bas. Et là, parce que là, c'était tout ça, c'est avec des vents à 80 km/h de face. Enfin, c'est de l'enfer. T'as l'impression que le Cap Nord, il a une âme, il veut pas te laisser rentrer, quoi. Et donc là, on arrive finalement en bas sur la route, du coup. Et là, du coup, c'est tout calme, ça. C'est tout calme. T'as une petite couche de neige, du coup, sur la route qui fait un petit peu un son, un son tout doux quand tu marches avec tes skis. T'as l'impression que c'est calme après la tempête. Et donc là, t'es bien. Tu te dis, ah, c'est bon, maintenant, c'est tout plein jusqu'à Onyxvag. Et puis, il reste 10 km. Donc, sur 10 km, on sait qu'on va les faire. Même si on les fait, là, il était 18h, je sais pas. Même si on les fait en 8 heures et qu'on dort pas, qu'on arrive à minuit ou 2 heures du mat, on sait à ce moment-là qu'on va y arriver. À moins, et c'était la peur, à moins que la route soit barrée par une avalanche, tu vois, on sait pas. Et donc là, on avance sur la route, et en fait, à ce moment-là, on se fait arrêter par une motoneige qui venait face à nous. Une grosse déneigeuse, justement. Parce qu'en fait, ils ont dû voir nos loupiottes, ils se sont dit, mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Et en fait, il dit, vous venez pas du Cap Nord? On dit, pourquoi? Il dit, bah, parce que c'est interdit, c'est risque d'avalanche, donc il nous répète la même histoire. Il dit, je suis désolé, je dois appeler la police, vous avez pas le droit d'être là. Et on lui dit, ouais, mais nous, on va à Onyxvag, en fait. Et il dit, on n'était plus qu'à 5 ou 6 km de la ville. Donc, en gros, on est arrivé, quoi. Et on lui dit, on veut sur les 34, non, on était à 4 km. Sur les 34, on avait fait 30. On était à 4 km de la ville. Et il dit, ben non, moi, je peux pas vous laisser passer, quoi. La route entre ici et la ville est barrée, il y a des avalanches, c'est trop risqué. Et nous, on lui dit, bah ouais, mais on peut pas aller derrière. Derrière, c'est la montagne et le Cap Nord et les avalanches d'où on vient. Donc, c'est encore plus dangereux. C'est une zone que vous avez même pas déneigée encore. Donc en fait, il appelle les flics. On sait pas ce qu'il se dit, mais nous, on pense il en a dit qu'il y avait trois mecs qui étaient au Cap Nord. Donc, et en fait, il pouvait pas nous laisser là. Donc en fait, il nous a pris dans sa camionnette. C'est une petite Kangoo ou un truc de chantier. Et les Poulka, il les a mis parce qu'il y avait 2 véhicules. Et les Poulka, il les a mis dans la grosse bouche, tu sais, de la déneigeuse, quoi. Une espèce de grosse pelleteuse là. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est bon, l'expé est fini, quoi. On va plus marcher 1 kilomètre. Et donc là, on est trop content, c'est terminé. Il nous amène à Onyxvag, du coup, il nous fait découvrir la ville. Donc ça, c'était assez rigolo. Et il nous explique, bah voilà, demain matin, c'est là où votre ferry va partir. Là, c'est le bar qui est ouvert ce soir si vous voulez prendre une bière. Et il dit, vous dormez où ce soir? On dit, bah on va dormir dans notre tente. Tu vois, ça fait 3 semaines qu'on dort en tente. Il dit, bah si vous voulez, dormez dans notre entrepôt. En fait, ils ont un entrepôt où ils mettent les grosses déneigeuses. Et puis à l'étage, il y a une salle commune des ouvriers, tu vois. Mais tu sais, c'est la salle commune cliché, c'est le vieux canapé en cuir que t'avais dans les salles communes d'école avec le calendrier, tous les casques, les t-shirts fluo, un frigo avec plein de bières et des chips. Enfin, c'est la vieille machine à café qui est toujours en train de tourner. Enfin, le cliché, quoi, le lino par terre, le faux plafond avec les carrés blancs, là, tu sais. Et nous, on se dit, c'est royal, honnêtement, tu vois. Nous, on était au Barali parce que t'as un sol, il fait chaud, c'est trop bien, quoi. Du coup, on a dormi là la nuit. Donc, très sympa, le gars. Et le lendemain, on a pris le ferry. Du coup, on a réussi à avoir ce ferry. Et après, et à 23h, du coup, on arrive à Tromsø. Et là, Tromsø, c'était ouf parce que du coup, on s'était pas douché toujours. On s'était pas douché rien. Donc, on est arrivé vraiment, et puis on n'a pas d'affaire de rechange. Donc, on est arrivé en tenue d'expé, vraiment post-expé,
avec, il y avait là pour le coup tous nos copains, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos copines. Et donc là, c'était un moment assez fort. Et puis après, on a passé 3 jours du coup à Tromsø tous ensemble dans 2 chalets. Et là, tu fais rien, t'es juste en jogging pendant 3 jours. Tu bouges du saucisson, tu mets des biens avec tes potes, tu prends des chocolats chauds, et tu fais des chiens de traîneau, et juste tu profites et tu te laisses guider par le groupe. Et ça, c'était un moment épique pour finir l'expédition, quoi. Ça, c'était vraiment top. Et il y a la télé norvégienne qui nous a accueillis à Tromsø avec les amis. C'est génial. Ouais. Et ça, c'était il y a 3 mois. C'est quoi la prochaine expédition, du coup? Bah là, on voulait partir en août, on voulait faire un big wall en escalade, et dormir sur la paroi en porte-à-lége. Tu sais, c'est quand tu dors parallèle au sol, là, avec sur les petits espèces de tentes de verticales, là. Et finalement, avec le confinement, ça va être un peu révolu, je pense, parce que c'est compliqué de s'entraîner. Pour l'instant, on ne sait pas, on a plusieurs idées. On verra comment on les fait, mais c'est vrai que moi, on ça va être moins facile parce que Thomas, là, il est off, parce qu'il a quitté sa fonction d'entrepreneur, mais il ne sait pas encore trop ce qu'il va faire après. Valentin, il est en train de monter sa boîte maintenant, et partir un mois, c'est peut-être moins facile pour lui. Moi, je viens de rejoindre une nouvelle aventure, je vais partir vivre à Shanghai. Donc en fait, peut-être que la prochaine aventure, ce sera autour de l'Alaska ou de l'Himalaya. On verra. Mais moi, j'aimerais bien que ça se tourne autour de l'escalade. Ouais. Et depuis, il y a des sponsors, du coup? Tu m'as dit la première année, ça avait été un peu délicat, la première expédition en tout cas, et depuis maintenant, il y a des sponsors qui vous accompagnent? Ouais, alors Amphibio, ils nous ont quand même fait don de 3 packs Raft, hein. Donc un pack Raft, c'est quand même 1 000 euros, donc ça, c'est quand même un beau sponsor. GoPro, ils nous filent des GoPro. Donc ça c'est bien. Après, on a le Vieux Campeur, c'est quand même notre sponsor principal. On fait partie on peut pas appeler ça influenceur, mais on fait partie de c'est ni athlète parce qu'on n'est pas des pros, mais toi, on fait partie des gens qui les accompagnent en tout cas, donc ils Ouais, ouais. partagent pas mal de nos aventures, donc ça c'est cool. Ensuite, on a, euh, on a le CNES qui nous file tout ce qui est téléphone satellite. Marlink, qui est ceux qui gèrent la télécommunication notamment et la sécurité du Paris-Dakar. Donc c'est eux qui nous filent les balises de détresse, les balises GPS, des choses comme ça. Euh, et après on a quelques sponsors financiers. Je les connais pas tous, les sponsors. C'est pas bien de dire ça, mais non, mais après on fait beaucoup de confs maintenant. On fait beaucoup de conférences, et là on a fait un film sur le Cap Nord, un documentaire de 26 minutes qui a vocation à être diffusé dans des festivals. Donc là Trop qu'on est bien. en train de monter. Et donc là tu as Semia notamment qui a financé le film. On est en train de faire une campagne sur KissKissBankBank de financement participatif pour financer justement ce qui nous reste du film. Donc campagne qui est arrivée à 100%, donc on peut encore cotiser, hein. Si on a plus que prévu, on fera plus de conférences. Et donc après, voilà, grosso modo, comment sont financés les expés, c'est les sponsors, notre travail personnel de conférences. On écrit beaucoup d'articles pour des journaux, pour Montagne Mag, pour Géo, pour Red Bull, des choses comme ça. Et le troisième canal de financement, c'est notre tirelire personnel, quoi. Le Cap Nord, c'est la première expédition sur les 3 qu'on a réussi à ne pas payer. Trop bien. Ouais, donc on était assez content. Il y a des gens en particulier que tu admires ou pas, Maxime? Des gens que tu veux qui vont t'inspirer? Ouais, il y a beaucoup de gens qui. Alors, dans l'aventure ou en général? En général, dans la vie? Euh, Alors, ouais, bon, c'est hors de la famille parce que ce serait tout à fait biaisé, mais bien sûr, mes parents et ma copine qui est à côté m'inspirent bien évidemment. Euh, non, après, dans les aventuriers, plus ceux qui m'inspirent, j'ai vu il n'y a pas longtemps là, euh, Maurice Herzog, quand ils ont fait en 1955, il me semble, c'était, ou 53, ou 50, je sais plus, en tout cas dans les années 50. Ils étaient les premiers hommes avec Lionel Terray à atteindre l'Annapurna, et c'était la première fois que des hommes atteignaient un sommet à 8000 mètres. Et en fait, quand tu vois avec quand toi, il y avait un goût de l'aventure, de l'inconnu et du danger qui était quand même vraiment différent. Ils ont fait 16 itinéraires, ou ils ont testé 17 itinéraires pendant 3 mois avant de trouver la voie, tu vois.
ça, je trouve que c'est assez inspirant. Il dormait dans des tentes en nylon, il s'écrivait des lettres avec les Sherpas qui mettaient 3 jours à arriver et 3 jours à envoyer la marchandise. Enfin, il n'y avait pas de téléphone satellite, tout ça. Donc, si tu vois, c'est un peu une autre époque. Et après, non, une personne qui m'inspire quand même beaucoup, aujourd'hui, c'est notre Bernard, quoi. Bernard, qui est le guide du Groenland, qu'on contacte à chaque fois. On l'a appelé au sommet de la Concagua, enfin de retour au camp de base. On l'a appelé bien évidemment quand on était dans le ferry du Cap Nord, parce que voilà, c'est un peu lui qui nous a donné l'idée du nom des engagés. C'est une notion qu'il employait beaucoup, et c'est aussi grâce à lui qu'on part faire voilà, toutes ces escapades à droite à gauche, quoi. Euh, et donc ouais, il nous inspire pas mal quand même, tu vois. Et il dit sa plus grande fierté, c'est d'être encore là à 70 ans, il a maintenant, je crois. Et en effet, c'est ça qu'on oublie, quoi. C'est-à-dire que oui, on prend des risques, mais c'est des risques qu'on essaie un maximum de maîtriser ou de mesurer, en tout cas, tu vois. On part pas la fleur au fusil. La Concagua, moi j'avais fait une formation avec Yves Remond, donc les secouristes de Chamonix, sur justement la médecine en montagne, etc. etc. Il y a beaucoup de préparation derrière une expé. Donc oui, on est des amateurs, mais ça ne veut pas dire que c'est pas préparé. Et Bernard nous l'a fait bien comprendre, ça. Tu vois. L'important, c'est pas de partir, c'est pas de partir, c'est de revenir, tu vois. Clairement. Une petite question avant qu'on enchaîne la conclusion de cet épisode qui était fabuleux. Est-ce que tu penses que le dépassement que de vous durant ces expéditions, ça devient un peu une drogue pour toi? Je sais pas si c'est une drogue parce que tu peux t'en passer. Tu vois, une drogue, c'est vraiment quelque chose dont tu peux pas te passer. Tu as une sorte de dépendance. Tu as envie de repartir parce que en effet, c'est le dépassement de soi que tu vas chercher, mais c'est nous ce qu'on cherche, c'est aussi la notion d'équipe. C'est-à-dire que c'est des expéditions qu'on serait pas capable de faire tout seul, et même impossible pour nous. Et quand en équipe, tu arrives à faire des choses assez grandes, donc c'est plus ça qu'on va chercher. Toi. Quand on part, le dépassement de soi, oui, il y a une part de dépassement de soi, c'est sûr. Le Groenland, c'était pour ça qu'on était parti. Il y avait beaucoup d'ego dans les raisons de départ du Groenland, il faut l'admettre. Ce qui était un peu moins le cas des autres expéditions, c'était plus de la découverte, partage. On va pas forcément chercher, on va vouloir aller au bout. Tu vois. Bien sûr qu'on va chercher une expédition qui est pas facile. Si c'était facile, c'était pas drôle parce que je pense que c'est aussi dans les moments de doute, dans les moments compliqués où au-delà du dépassement de soi, c'est là où il va se révéler un certain nombre de choses sur toi, sur les autres, sur tes émotions, ta pensée, ton ressenti. Donc c'est des choses que tu vas chercher. Et c'est en effet surtout la notion d'équipe et de découverte, c'est-à-dire que c'est des endroits du monde quand même où il y a, comme je l'ai dit au début, sur Groenland ou au Cap Nord, en hiver, je pense qu'au Cap Nord, il n'y a pas grand monde qui a mis les pieds. D'ailleurs, notre expé, il n'y a personne qui l'a faite en hiver. Donc c'est ça que tu vas chercher, quoi, aussi. Bon, bah écoute, top. Pour terminer ce podcast, j'ai 3 questions pour toi, Max. La première, c'est si tu dois t'adresser à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce type de projet, dans une expédition, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui conseilles? C'est quoi les étapes? Alors, je lui dis que, c'est possible. Et le plus dur, c'est de faire le premier pas. C'est toujours ce qu'on dit. C'est-à-dire, le plus dur, c'est de se lever de son canapé. Et son projet, il faut en parler. Et à partir du moment où tu en parles de ton projet, quelque part, tu l'inscris dans les esprits des uns et des autres, dans le tien aussi, il prend forme, et quelque part, tu t'es engagé envers toi et envers les autres à le faire. C'était le cas du Groenland. À partir du moment où tu dis on va partir du Groenland et que tu racontes à tout le monde, bon, bah, si tu veux, quelque part, tu peux pas dire ouais, mais en fait, non. Donc le plus dur, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Et il faut le faire. Mon canapé est juste là. Le plus dur, en effet, quand tu vas aller courir un week-end, on a tous la flemme. C'est juste de se lever, de mettre ses chaussures, et puis après de descendre, quoi. Pour une expé, c'est pareil. Ça commence par là. Et après, il faut la décomposer en étapes. C'est-à-dire que oui, comme ça, quand on se dit partir au Groenland ou faire l'Everest, ça paraît impossible. Mais il faut décomposer le problème en sous-problèmes, en sous-étapes, et comprendre ce que ça implique. Et puis après, les relever petit à petit. Nous, on s'est dit que le Groenland, avant de partir du froid, de l'entraînement physique, etc., on s'est dit la première étape, c'est de constituer une équipe. Après, on verra. Donc, hop, une fois qu'on a fait une équipe, en effet, il faut trouver un guide et du matériel. Hop, une fois que tu as ça, tu commences l'entraînement. Et puis après, tu as l'itinéraire, les formations, tout. Mais il faut décomposer ton problème et il faut s'engager. Bon, cool, trop bien, merci. Comment on fait pour te suivre, Maxime, du coup, pour les prochaines expéditions? On a un compte sur Instagram qui c'est @les. Non, c'est @les.engagé. Engagé sans Ok, accent.
Donc c'est là où on raconte toutes nos expériences. On est aussi sur LinkedIn et Facebook, mais c'est sur Instagram où on raconte. Enfin, Instagram ou LinkedIn, les deux sont bons. Bon, top. Et du Et coup, puis, le film on a potentiellement sortira quand? Ouais, c'est Et il ça. Alors sortira quand? le film, pardon, il va sortir. Normalement, avec le confinement, c'est assez incertain. On devait faire l'avant-première en mai. Ce sera certainement plutôt juin, voire juillet. Donc on vous tiendra informé, pareil, hein, sur les réseaux, en LinkedIn, Facebook ou Instagram, ce sera annoncé. Mais on aimerait faire une avant-première, ouais, d'ici, toi, le fin du confinement, c'est 11 mai. D'ici fin juin, ce serait bien. Fin juin, début juillet, quoi, à peu près. Je dis ça se trouve, ce sera août, hein, faut pas s'en prendre pour argent comptant, mais en tout cas, pour l'été, ce serait bien, ouais. Bon, bah, top. Max, ça fait bientôt une bonne heure déjà, même 1h20 qu'on discute. C'était hyper intéressant. Si tu avais l'occasion, pour clore ce podcast, de rencontrer Maxime qui a 18 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Maxime, c'est une autre personne ou c'est le Maxime moi? C'est le toi de jeune qui a 18 ans. Ah, euh, je sais pas ce que je lui dirais de différent. Je lui dirais plutôt de, de continuer en fait à, à faire ce qui fait rêver, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi j'avais toujours la volonté de vivre à fond à l'époque, à 18 ans. Moi je disais toujours on n'a qu'une vie. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut se détruire la santé avec des artifices, mais certainement pas d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut, ouais, il faut arrêter de procrastiner, de repousser toujours à demain, à l'année prochaine. C'est jamais le bon moment. Ce sera jamais le bon moment. Tu vois. C'est jamais le bon moment. Il y a toujours une excuse pour ne pas faire quelque chose. Et donc moi, j'ai décidé de faire une vie sans regret, quoi. Et c'était le cas pour le Groenland. Tu vois. La première expédition, ça a changé ma vie. J'ai rencontré des gens, je me suis rencontré moi-même aussi. Et je me suis dit, soit je pars et j'y arrive pas, mais au moins j'aurais tenté, j'aurais pas de regrets. Soit je pars pas et ça se trouve, je le regretterai toute ma vie. Donc, gros FOMO, quoi. Et moi, c'est ça qui était la raison numéro un du Groenland. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça que je raisonne, quoi. À la fois d'un point de vue business, ou avec tes amis, ou avec tout ça, quoi. Donc moi, ce que je lui dirais, c'est de continuer d'avoir cet état d'esprit Fais ce qui d'avancer te plaît. sans rien regretter, quoi. Bon, trop bien. Superbe. Merci Maxime de t'être prêté à l'exercice et c'était hyper intéressant. On a hâte de voir le film et puis de connaître les prochaines expéditions. Ouais, ben merci PA, c'est vraiment cool. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.